Voici le Journal du Soir. Et voici vos animateurs. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition du Journal du Soir en ce début de semaine, 8 avril 2019. Carl Brochu va être avec nous dans la minute qui suit, dans les minutes qui vont suivre. Et, eh bien, oui, je pense qu'une autre grosse semaine nous attend au niveau de la politique parce qu'on a déjà les réactions de la manifestation organisée hier. Et moi qui ne prends pas pour le Canadien de Montréal, j'étais très heureux vendredi d'assister à leur élimination. Ouais, vendredi dernier, quand les Rangers ont perdu contre les Colombiens, Columbus, je pense, c'est bien. Ça en était fait de la sainte flanelle. Et j'étais très heureux parce que, du coup, on peut passer à autre chose que le Canadien de Montréal. Mais là, je suis un petit peu obligé de me ressaisir, disons, de me ressaisir, parce que suite à la manifestation d'hier à Montréal, certains médias ont dit 30 000 personnes, mais moi, j'ai vraiment vu les images et on peut parler de 4 000, 3 000, 4 000, maximum, gros max. Là. Fait que, vous voyez, c'est quoi la désinformation, hein? Je voulais vous faire entendre la semaine dernière ou lire disons, je pense que c'est un petit texte, là, c'était en France. Je vais essayer de vous le retrouver. Ça parlait justement de ça, des manifestations. Quand on a certains, disons, reportages, les médias de masse, parce que j'aime pas trop ça, appeler ça des médias de masse, parce que la masse, là, la masse, c'est la masse populaire, là, et pense pas comme les médias. Et quand on dit les médias de masse, oui, on comprend tous ce que ça veut dire. Mais quand on regarde les sondages du projet de loi sur la laïcité, ben on voit que la masse populaire est derrière le premier ministre Legault. Et ça frôle le 80%, là, 75%, il y a des chiffres, là, entre 67 et 82%. Et avec des manifestations comme hier, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, là, ça fait grimper les chiffres. Parce que les gens qui prennent la parole à ces manifestations-là, eh bien, entre vous et moi, là, c'est des ardents extrémistes, là. Tu sais, quand on regarde tout ça, là, si on regarde un peu les commentaires qui se sont dits, bon, le maire d'une des municipalités de l'ouest de l'île de Montréal, Amstead, je pense. J'oublie son nom. Yvon. J'essaie de savoir c'est qui est l'autre personne. Là. Je demande à Yvon s'il peut me le trouver. L'autre personne qui organisait la manifestation hier avec Adil Sharkawi. J'oublie son nom. Si vous êtes capable de me le trouver, eh bien... je demandais à Yvon des renseignements sur ce monsieur. Et donc, avec toutes les... Oui, Carl est arrivé. Salut, Carl. Comment ça va ce soir? Ça va très bien, François. T'es en forme ce soir? Très en forme. C'est bon. Carl, je disais... Carl Brochu, mesdames et messieurs, qui est arrivé. François, c'est au micro. Je me suis pas nommé, je pense, au début. Là. Fait que, Carl, avec tous les commentaires qu'on entend depuis une semaine, à peu près une semaine, 10 jours, là, faut se rendre à l'évidence, c'est un mouvement anti-québécois. Là. On s'entend-tu là-dessus?
C'est pas une surprise pour nous autres. Là, tu l'avais déjà, on s'en parle depuis plusieurs semaines. Le défilé des pleurnichards et des pleurnichardes là, a commencé. Là, en fin de semaine, ça a été poussé à son summum. Une manifestation organisée par Adil Sharkawi. C'est quoi as-tu le nom de l'autre gars qui l'organisait avec? Non, on me dit aussi qu'il y avait 2 victimes de la mosquée. Oui, ça, les 2 victimes, ça, c'est pas eux que je veux savoir. C'est l'autre. Et donc, non, mais quand on regarde ça, là, Carl, c'est vraiment... c'est anti-québécois, là, tout ça, là. Puis c'est comme tu dis, on s'attendait à ça, mais comment est-ce que on peut... puis on a gardé, on s'est parlé avant l'émission un petit peu, là. Puis je pense qu'à l'émission Morin Live, ils ont vraiment bien... il y avait un reporter sur le terrain, hein, on s'entend, là. Et il a été capable de parler à Adil Sharkawi. Et il l'a coincé, oui. Il l'a coincé un peu là, dans le coin, là, comme on dit. Et on voit le vrai visage. Mais je pense que dans les médias aujourd'hui, on a eu amplement, disons, c'est encore... en tout cas, c'est discutable, là, mais on a eu quand même un portrait des 2 organisateurs. Adil Sharkawi, lui, on le connaît plus, mais c'est l'autre, le monsieur, avant de parler de lui, j'aimerais connaître son nom, là. Mais on dit, j'ai entendu quelque part, c'est que c'est un pro-charia. C'était un pro-charia, là. Lui, dans le milieu familial, comme on dit. Appliquer la... Si on écoute les vidéos là, qui ont été faites là, par certains, dont Dominique Moret, là, son collaborateur, il a été sur place, il a pris des images. Puis, si on... il y a Adil Sharkawi qui... moi, ça me suffit. Là. Le deuxième, c'est un imam qui a parlé en anglais là, juste avant lui. Oui, c'est ça. C'est lui. Puis, il a parlé qu'en anglais ou en arabe. C'est lui, c'est ça. Par la suite, on a eu le droit aussi à une prière de rue. Mm-hmm. Donc, on est vraiment dans une hystérie du côté des nouveaux arrivants qui a été monté là, de toutes pièces par le gouvernement fédéral. Ben, les nouveaux arrivants, Carl, faut faire attention. Là. Moi, je pense que j'ai pas vu bébé de latino là, hier. Non, c'est ça, il faut faire attention, effectivement, parce qu'ils ont essayé de dire aussi qu'il y avait des gens de la communauté chinoise qui, c'est pas vrai du tout. J'ai pas vu beaucoup de Chinois là hier, moi. Non. Puis, c'est vraiment, quand je dis que le multiculturalisme canadien est en train de se frapper, de frapper le mur du nationalisme québécois, puis que ça va donner des petits... qu'il faut commencer à penser que le Canada risque de perdre beaucoup de responsabilités, le gouvernement central. Puis, il va falloir repenser cette fédération-là. On est derrière l'Alberta pour remettre en question la péréquation dans un processus où on va changer les responsabilités de chacun des gouvernements. Moi, je pense qu'on est en train de nous prouver que le multiculturalisme développe des communautés qui n'en ont rien à cirer de la communauté, de la nation qui les accueille. Puis, c'est là qu'en est rendu le fédéralisme. C'est ce que je parlais avec Jean-Marc Drolet en fin de semaine. Les Québécois ont beaucoup de misère à comprendre. Là. Ils commencent à le comprendre, là, entre autres sur l'île de Montréal. C'est un phénomène où même le drapeau du Québec commence à être étranger sur l'île de Montréal. On a une mairesse sur l'île de Montréal qui s'apprête à faire excuse, ouais, c'est ça, j'étais dérangé. Je ne sais pas si les gens ont entendu la musique là, que j'ai dans les oreilles. OK. Excusez-moi, j'étais un petit peu... Hey, François? OK. Je suis là, je t'entends. C'est le téléphone excuse-moi. Oui, ça m'a mêlé un petit peu. Bon. Tu peux... il est éteint, excuse-moi. OK. Non, il n'y a pas de trouble.
Donc, oui, c'est ça, c'est le fédéralisme canadien qui s'est développé principalement sur l'île de Montréal. La politique multiculturaliste de Trudeau, tout ce que les pères du nationalisme moderne d'aujourd'hui, les René Lévesque, Pierre Bourgault et compagnie, qui nous ont expliqué les méfaits qu'allait avoir à long terme le multiculturalisme, ben là, depuis le référendum de 95, l'histoire, les supposés gagnants du référendum se sont mis dans une guerre informationnelle. Puis, on en vit les conséquences. Et ils ont aussi utilisé l'immigration, une immigration qui ne comprend pas du tout la société d'accueil. Et là, ça crée une distorsion où je pense que ça va réveiller les Québécois. Et c'est là que je veux t'amener aux articles que j'ai lus en fin de semaine. Oui, mais on l'a entendu souvent, ça, Carl, ça va réveiller les Québécois. On l'a entendu. C'est pas la première fois que je l'entends, celle-là. N'est-ce pas? Il faut les exposer. Ils font très bien leur travail. Hier, je peux te dire, avant que tu arrives en ondes, j'ai dit continuez, ça va bien. Puis je suis pas le premier là, qui dit ça. Il y a des gens qui m'ont dit aujourd'hui, hey, ils scorent dans leur propre but, là. Ah oui, c'est pour ça que l'autre événement qui s'en vient sur dire son congrès, c'est loin d'être un congrès, mais sa consultation sur le racisme systémique. Et moi, je suis entièrement d'accord avec M. Nantel. On est d'accord d'avoir ce genre de débat. Mais moi, je pense que la méconnaissance de l'histoire et de ce que le peuple québécois a vécu à travers son histoire, à travers les politiques britanniques et par la suite canadiennes. Les francophones dans ce pays-là ont vécu vraiment un apartheid et le racisme systémique, Valérie Plante va essayer, avec sa gang de gens qui sont crinqués au multiculturalisme, ça va vraiment, eux également, comme tu dis, là, leur compter dans leur propre but. Ils ne sont pas conscients de ça. C'est ça que j'ai dit avec Jean-Marc. Ils ne sont pas conscients dans leur ignorance de notre vécu à nous comme peuple québécois, tout ce qu'on a passé à travers les religions, puis la manipulation de certains qu'on a dû combattre. Puis aujourd'hui, il y a plusieurs dogmes, plusieurs des histoires d'enfer puis de paradis. Puis il y a beaucoup de la pensée québécoise qui a maturé à ce niveau-là. Puis on a délaissé tranquillement la religion sans pour autant renier nos racines. Mais c'est ça, là, eux autres, là, la manifestation d'hier. Puis tout ce qui va suivre, là, ils comprendront pas, là, eux autres. Là, Adil Sharkawi, il est certain d'avoir fait une belle job hier. Il y a eu... moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense qu'ils ont dû pogner à peu près 10 000 personnes. Mais bref... Oh non, ils n'ont pas pogné 10 000. Ils n'ont pas pogné 10 000. Non, 3 000 4 000 maximum. OK. Mais ça reste que quand on connaît le personnage... Il y a même des communautés dans le groupe de... Hein, on dit que c'est une manifestation islamique et non pas musulmane. Mais c'est ça, là, parce qu'il y a des groupes de musulmans qui ont refusé de s'associer à cet événement-là parce que, entre autres, c'était Adil Sharkawi qui en était l'organisateur. Et cet imam-là, qui effectivement là, gravite à Montréal, qui a pris la parole juste avant Adil Sharkawi. Oui, c'est Salem El-Meniaoui. Salem El-Meniaoui. Écoute, François, je vais dire comme l'ancien maire de Saguenay, il y a un nom qu'on n'est pas capable de prononcer, mais on est tous capables de mettre une face sur son visage parce que là, ça fait une couple de fois qu'on le voit. De voir comment certains ont essayé de passer ça sous la couverte et de ne pas trop expliquer quel genre d'idées ces gens-là véhiculent. Puis tu remarqueras
que c'est un problème typiquement canadien. Ça, il faut le dire à tout le monde. Tous ceux qui nous écoutent, il faut le répéter à tout le monde que c'est un problème qui vient du fédéral, du gouvernement canadien, et que la nation québécoise n'est pas du tout là, reliée à ce genre de pratique. On rejette totalement la pensée multiculturaliste. Puis eux autres, là, sont en train de nous mettre le doigt dans le fond de la gorge pour qu'on puisse régurgiter comme il faut ce pays-là, qui est un corps étranger au Québec. Moi, je pense que grâce à François Legault, sans se montrer indépendantiste, il a quand même dit qu'il était fier d'être Canadien. Puis là, on regarde les réactions qui viennent essentiellement de certains suprémacistes anglo-québécois et canadiens qui n'acceptent pas puis qui paniquent actuellement à la vue du rassemblement que ce sujet-là crée dans l'ensemble des Québécois. 75% des Québécois supportent François Legault dans cette loi et ça fait paniquer nos multiculturalistes qui travaillent la propagande depuis plusieurs années, surtout 25 ans après le référendum. Ils pensaient d'avoir gagné la bataille, mais sont en train d'allumer une flamme sans même avoir de leader indépendantiste pour en faire la promotion. C'est François Legault qui, avec son nationalisme homéopathique, mais dans des sujets comme la laïcité, est en train de séparer le Québec du Canada sans trop effrayer la majorité actuellement. C'est ça qui est beau à voir. Il y a une mobilisation complète dans l'ensemble des régions de les défilés qu'on voit à Montréal en fin de semaine, le délire. Moret, là, moi, je suis quelqu'un qui a critiqué beaucoup la radio de Québec. J'ai écouté l'entrevue de Moret. J'ai vu le courage d'un des chroniqueurs qui collabore avec Moret là-dedans, celui qui était au rassemblement, puis qui a eu le culot d'aller voir Adil Sharkawi proche. En sachant que dans ce genre de manifestation-là, il peut y avoir des antifas ou des gens là, qui, s'ils t'identifient, et puis Radio X à Québec est quand même identifié passablement de droite, eux autres aussi. Il a été très courageux. Si je comprends... Ben justement, oui. Là tu en parles, je pense que pour les gens qui ne l'ont pas entendu, j'ai préparé le petit bout de son reportage, en fait. Et je pense qu'il faudrait... Tu l'as entendu, toi, Carl? Tu me disais que tu l'as entendu. Oui, je l'ai entendu. Je pense que ça vaut à peine que nos auditeurs l'entendent aussi. Ah oui, ça dure 5 minutes à peu près, ça vaut à peine. Parce que il parle là-dedans, dans son reportage, justement, un peu de ce que Steve Fortin parle dans son texte d'aujourd'hui, de la couverture médiatique qui avait des pancartes, qui avait des slogans. Et Alex, qui est le reporter, j'ai pas son nom de famille, je l'écoute pas souvent, Moret, je l'écoutais avant, mais là, je l'écoute un peu moins. Pourquoi? Parce que j'ai la tête ailleurs, puis à mon travail, ben, j'ai pas toujours l'occasion de le faire. Sinon, je le ferais. Mais donc, Alex est allé à la manifestation d'hier, il est allé parler à quelques personnes, et vous allez voir, mesdames et messieurs, c'est quoi l'état d'esprit de ces gens-là? Et puis dans la même foulée du maire là, de Hampstead et d'autres là, comme l'avocat Julius Gray, qui lui a presque dit de ne pas respecter les lois, quand les droits des minorités et les droits individuels te dictent de ne pas respecter une loi ou de la défier, ben il n'y a pas de problème. Vous avez. Puis là, il est arrivé avec la cause Morgan Tyler hier, que j'ai entendu par bride à Radio-Canada. Eh bien, ça donne un peu le ton. Mais, il faut voir, là, où on en est rendu et qui sont les acteurs, ceux qui vont prendre position dans ce domaine, dans ce dossier. Et rappelons-le, rappelle-toi, Carl, qu'il reste à peu près 1 mois et demi, là.
Peut-être avril, mai, juin. Peut-être maximum 2 mois pour que le projet de loi soit adopté. Fait qu'il n'y a plus beaucoup de temps, mais c'est assez long. Robert Bourassa disait que 6 mois en politique, c'était une éternité. 2 mois, ça peut être long. Mais, espérons que François Legault tienne le coup et Simon-Jolin Barrette. Et je pense que mon petit doigt me dit qu'ils vont tenir le coup. Je sais pas de ton côté. Moi, je pense que le disque est usé, François. Oui. Là, il essaye de nous remettre dans un mélodrame de racisme et de xénophobie. Ah oui. Et la maturité, c'est ce que je disais à Jean-Marc hier, la maturité du Québec, parce que si on se compare aux Français, entre autres, j'ai souvent l'histoire j'ai travaillé avec un gars qui a eu un enfant ici avec une Française, puis il l'a pas fait baptiser, puis en France, dans la famille, ça l'a fait un gros débat. Puis ici au Québec, le monde se mêle de leurs affaires, puis à cette heure, on peut vivre librement notre laïcité. Ça n'empêche pas qu'on est... On aime aussi fréquenter nos églises dans des événements importants, puis on nie pas non plus nos racines historiques. Puis ça l'a développé ici un peuple qui tient à ses racines. Puis la faiblesse de l'argumentaire qui est défendu par la clientèle multiculturaliste. On le voit, là, ça va être le Parti libéral, Québec solidaire et tous les groupes religieux. Et ça va faire certaines centrales syndicales qui vont vouloir défendre leurs membres, les professeurs qui portent le voile. Effectivement, je les oubliais eux autres. Puis, on va voir, là, c'est le peuple au bout de la ligne là, qui, à mon avis, là, va être dur à museler dans ce que... j'aimerais t'en parler justement de ça, museler. Comment est-ce que les pro-laïcité doivent réagir maintenant? Il y en a qui parlent de manifestations, d'autres... Moi, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais je vais intervenir, on va en reparler après l'entrevue de Dominique Moret et d'Alex, le reportage d'Alex. Tu son nom de famille, Carl? Tu son Alex? Non, mais tu as raison, c'est Alex, puis dans l'entrevue, il va le dire son nom, là, on va l'entendre. OK, on vous part ça tout de suite, mesdames et messieurs, et vous allez pouvoir vous faire une petite idée de ce qui s'est passé à la manifestation d'hier. Et il a été capable d'avoir une entrevue avec Adil Sharkawi. Ça fait qu'on va revenir tout de suite. Restez là et soyez bien attentifs. Voici Alex Leblond. Il a survécu à Adil Sharkawi. Wow. Comment ça va? Je quitte pour la Syrie prochainement. Ouais, c'est ça, hein? T'as fait un bon pitch de vente, là, tu nous lâches. Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Est-ce qu'il y avait du monde, vraiment? Est-ce qu'il y avait du monde autre que des islamistes? Oui, ben il y avait principalement des musulmans qui étaient là, mais tu avais des juifs qui étaient là. Faut le dire, faut spécifier. Le point de Michel est très intéressant, là. Lui regarde la population musulmane dans son ensemble et les gens qui étaient à la manif, là. Beaucoup de musulmans ordinaires sont... C'est nous, dans le fond, qui faisons un amalgame, mais c'est pour ça que j'insiste pour dire islamistes. Ce n'était pas une manif musulmane. Beaucoup de musulmans ordinaires sont restés chez eux car ils aiment le Québec et acceptent les lois du pays. Ceux qui étaient là, ce sont des gens qui sont contre les lois du Québec et qui sont souvent instrumentalisés ou seront instrumentalisés, manipulés pour les challenger. Donc, c'est ça qu'il faut remettre en contexte. Ben, c'est la gang d'Adil. Il y a une twist là-dedans, puis on y viendra, parce qu'il faut mettre en contexte avec les accès, tout ça. Là. Oui. Ben, il y a des gens qui avaient aucune christie idée de qui était Adil Sharkawi, qui se sont fait embarquer là-dedans par d'autres groupes, qui eux aussi sont coupables là-dedans. Là. Mais on va tout mettre ça en contexte. Je veux te faire entendre, pour commencer, tu l'as mis sur Facebook, vous l'avez vu si vous avez écouté les bulletins de nouvelles hier, il y avait une pancarte en particulier qui retenait beaucoup l'attention.
qui était celle qui parlait de fascisme, de nazisme, et qui faisait un lien direct avec François Legault, les croix gammées, tout ça. Je suis allé voir la dame qui avait cette pancarte-là. Je lui ai posé la question carrément sur M. Legault et M. Hitler. Il y a une pancarte ici, loi caquiste, loi fasciste. Est-ce que vous faites carrément des parallèles, comme certains l'ont fait depuis une semaine, entre François Legault et Adolf Hitler? Il y a un parallèle entre les deux. Parce que Hitler... Il y a un parallèle entre Legault et Hitler. Oui. Parce que Hitler, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il croyait à la race aryenne. Il croyait qu'elle était la plus intelligente, la plus noble. Eh bien, pour nous, avec la CAQ, c'est la même chose. On croit que c'est une loi qui favorise les Québécois de souche. Donc, vous pensez que M. Legault essaie d'imposer une genre de race québécoise aryenne? Exactement. C'est complètement débile. Je veux dire, c'est de la folie, là. Dire une chose comme ça, c'est complètement fou. Ça n'a rien à voir. Martineau l'explique bien, d'ailleurs, ce matin. On a pas besoin de Martineau nous l'expliquer, mais Richard est sur la coche encore ce matin là-dessus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau, l'ethnicité. Adolf Hitler voyait d'abord la race aryenne comme la race parfaite, et il y avait du darwinisme dans l'analyse des nazis. Il y avait les Noirs, il y avait les Tziganes, il y avait les gays, il y avait les handicapés. C'est odieux. C'est odieux même d'en parler, le fait que je me sente obligé d'expliquer. C'est tellement dégueulasse. C'est tellement dégueulasse. Ça n'a rien à voir avec les races, les communautés. Ça a à voir avec l'expression ouverte d'un culte pour les nouveaux employés. Ceux qui sont là, ils perdent pas leur job en passant. Puis son raisonnement était très faible, Dom, parce qu'en plus aussi, à la fin, elle mentionne cette nouvelle loi-là, ça sera pour favoriser les Québécois de souche. Si c'était vraiment le cas, les Québécois de souche, il y en a plusieurs qui étaient catholiques, puis il y aurait encore leur croix. C'est comme si le projet de loi disait... OK, vous avez le droit de garder votre croix, mais tous les voix... On enlève le crucifix en passant, ça tient pas. Puis Legault n'a pas signé de deal avec Via Rail, là. Il n'y a pas un train qui va les amener quelque part, là. Non, c'est ça, là. Ça arrivera pas, là. Ça arrivera pas. Il n'y a pas de Via Rail camp. n'est pas dans le PL21. Les camps de concentration chez Chibougamau, il n'y en a pas. Non. J'aimerais dire que c'est un discours isolé que j'ai entendu, ça, là, mais j'ai posé la question à peu près tout le monde à qui je parlais. La majorité me disait ça. On peut entendre un deuxième extrait. Donc non au nettoyage ethnique. Vous pensez carrément que c'est un nettoyage ethnique, ce projet de loi-là? Oui, c'est ça. Il touche juste les multi-ethniques. Il touche pas les Québécois, c'est normal. Il y a des gens qui ont fait des comparaisons avec Adolf Hitler, la race aryenne. Allez-vous jusqu'à là? Oui, tout à fait. Il veut garder, comme ils disent, la race québécoise de pure laine. C'est ça qu'il veut faire. Encouragez-vous, s'il ne recule pas, à la désobéissance civile? Oui. Regarde, c'est... Qui les brainwash? Je parlais des médias tantôt, la Gazette, évidemment, fait un travail de cochon. Il y a des médias du Canada anglais, assurément, avec le fou à Steinberg qui est allé dire que c'est du nettoyage ethnique. Donc, on revient avec la même expression. Donc, elle a entendu ça quelque part aussi. Dans ces communautés-là, j'aimerais beaucoup entendre ce qui se dit. Dans les centres communautaires, dans les mosquées. Qu'est-ce qu'on dit sur le Québec? Parce que ce que j'entends, c'est complètement délirant, là. C'est délirant, là. Ça ne concerne aucunement les soi-disant pure laine. Qui, encore une fois, comme tu l'as dit, Larry, et comme l'explique Richard, si on permettait aux pure laine, une expression que j'aime pas, mais qu'elle emploie, si on permettait aux pure laine de s'exprimer, ben à ce moment-là, on mettrait des croix, c'est quoi, là? Ouais, non, on peut pas! C'est la laïcité, mur à mur, quel que soit le culte. Je veux te faire entendre un extrait. C'est une dame qui représentait un des groupes présents à la manifestation, là, qui s'adressait à la foule et qui disait carrément que François Legault, avec son projet de loi, met en danger la vie des femmes musulmanes. Bannir le port des signes religieux cible tout particulièrement les femmes musulmanes et est une expression de haine sexiste, islamophobe et antisémite. La laïcité est devenue le langage par défaut de la suprématie blanche. C'est particulièrement scandaleux que les mêmes politiciens qui ont déploré le massacre de janvier 2017 à la mosquée du Québec mettent maintenant en place des lois qui mettent en danger la vie des musulmanes. Il n'y a rien à faire avec ça.
on l'inviterait, le ministre Simon-Pierre Robocop, là, le Robocop de la laïcité, Simon Jolin Barrette, regarde, il l'inviterait, il n'y a rien à faire avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. C'est des phrases pré-mâchées, c'est un lavage de cerveau, il n'y a rien à faire avec ça. Moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est si vous détestez le Québec à ce point-là, allez-vous-en. Tu sais, moi, si j'étais dans une société d'accueil et si je pensais ça de ma société d'accueil, c'est-à-dire une société d'accueil qui fait la promotion du nettoyage ethnique menée par un genre de mini-Hitler, si je vivais et si j'avais une maison dans cette société-là, savez-vous quoi? À 9h à matin, je prendrais la ligne, j'appellerais un agent d'immeuble. On décrisse. Excusez l'expression, mais ça serait ça. Si j'étais dans une société d'accueil telle qu'eux la décrivent, pourquoi restait-il ici à ce moment-là? C'est très particulier, pareil, hein? C'est délirant. Il n'y a rien à faire avec eux autres. Tu peux pas discuter avec ces gens-là. Et là, faut absolument qu'on parle de l'éléphant dans la pièce, hein, parce que les médias en parlent pas ce matin. On dit, c'est Adil Sharkawi, mais on parle pas de qui est Adil Sharkawi. Les seuls qui le font, puis on va donner à César ce qui revient à César, c'est le Huffington Post Québec, qui est pas un journal que vous pouvez lire au Tim Hortons, on s'entend, là, mais eux en font mention du passé de Sharkawi. Et si on veut parler du passé de Sharkawi, qui, on rappelle, a organisé la manif en fin de semaine, on peut se référer au livre jihad.ca. Ça, c'est Fabrice de Pierrebourg et Vincent Larouche. Vincent Larouche de la presse, Fabrice de Pierrebourg qui travaillait là avant, mais là qui est rendu pas mal plus à son compte. Regarde, on peut dire ce qu'on veut sur les journalistes en 2019, mais ça, je pense que c'est l'année deux vrais, là. Eux, ils ont écrit un livre où on fait mention de Adil Sharkawi. On indique qu'il a longtemps été considéré comme un agent dormant d'Al-Qaïda lié au groupe islamiste combattant marocain, le GICM. Tu cites le livre, by the way. Je cite le livre qui, lui, cite un rapport du SCRS. Les agents du SCRS pensaient qu'ils étaient allés rejoindre le réseau du défunt Oussama Ben Laden, donc Al-Qaïda, et on dit même que il a été sous écoute pendant un certain temps. Et là, je te lis un passage du livre. On dit « La première conversation, tenue au mois de juin 2000, était plutôt effrayante. Les agents chargés d'intercepter les conversations du Montréalais, donc Adil Sharkawi, soutiennent l'avoir entendu échafauder le scénario du détournement d'un avion sans donner plus de détails, si ce n'est que d'évoquer le nom d'Air France ou de n'importe quelle autre compagnie aérienne. » Et ensuite, on dit, et là, on cite le rapport du SCRS, remis en 2004 à Transport Canada. Le contexte et le contenu de cette conversation donnent l'impression que Sharkawi et Abdel Razik, qui est l'homme à qui il parlait, planifiaient d'attaquer un avion, écrit un haut responsable de la lutte au terrorisme du SCRS dans une note de 4 pages adressée en 2004 à Transport Canada. Il y a même une citation de Sharkawi que je te lis à l'instant. « J'ai un stylo en forme de porte-clés, dit Sharkawi. Tu sais comment dire porte-clés en arabe? C'est quelque chose pour mettre tes clés. C'est quelque chose de très pur à 100%. Lance ça dans l'avion et tout l'avion saute. » Ça, c'est des documents de cours du SCRS. Et finalement, la raison pour laquelle Sharkawi est citoyen canadien depuis 2014, c'est que pour des technicalités judiciaires, voir ici que le fait d'aller plus loin dans des procédures judiciaires aurait fait en sorte que les techniques d'enquête du SCRS auraient été brûlées, ce qui aurait été d'autant plus dangereux. Donc, intéressant. C'est des choses qu'on savait, mais c'est très intéressant que tu ramène ça à la mémoire parce qu'il y en a beaucoup qui sont à genoux devant lui, là. Beaucoup de journalistes. Beaucoup qui sont à genoux. Je veux te faire entendre l'ovation qu'il y a eu. Le gars que je viens de qui aurait aussi planifié, selon ces documents-là, une attaque biochimique sur le métro de Montréal, là. Je vais te faire entendre l'ovation qu'il y a eu quand on l'a présenté. La dernière intervention, M. Adil Sharkawi, coordonnateur de collectif canadien anti-islamophobie, organisateur de cette manifestation. Incroyable. Écoutez ça. C'est incroyable. Standing ovation, comme si on présentait Felipe Alou. Ou n'importe qui, une vedette. Tu sais, une vedette ou c'est ça, un old-timer, un gars de la gang. Un gars de la gang. Une légende qui revient. Incroyable. Ça vous en dit beaucoup plus sur les gens qui applaudissent que sur Sharkawi en passant. C'est ces gens-là qui vont combattre la loi sur la laïcité. Êtes-vous rassurés? Des tripeux ils la connaissent en passant. Ils connaissent son passé, là. Venez pas me dire, il l'aime juste parce qu'il est fin, il fait des bons muffins. Non. C'est connu, ce passé-là que tu révèles, c'est de notoriété publique parmi cette communauté-là. Puis il y a des groupes musulmans, puis on entendra, j'ai parlé à Sharkawi. J'ai pas pu y parler longtemps parce que les bodyguards se sont mis entre lui et moi, là. Mais il y a des groupes musulmans qui, eux, sont contre le projet de loi 21 pour des raisons qui leur appartiennent, mais qui ont dit, par communiqué en fin de semaine,
regarde, nous autres, le projet de loi, on les compte. Pour nous autres, ça n'a pas de sens, mais on ne veut pas s'associer à Adil Sharkawi qui représente, disent-ils dans leur communiqué, un courant extrémiste. C'est pas moi qui l'invente, c'est des groupes musulmans eux-mêmes qui l'ont dit. Et l'extrémiste se fait donner la bascule en fin de semaine. Incroyable. Tu y as parlé? J'y ai parlé. À un certain moment, il était tout seul devant la manifestation, puis je suis allé le voir pour lui parler un peu. J'avais tout plein de questions que je voulais poser, là. C'est allé vite, mais ça a donné quelque chose en même. On est avec Adil Sharkawi. Monsieur Sharkawi, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a des groupes qui ont décidé de ne pas venir aujourd'hui, des groupes représentant les musulmans, parce qu'ils disent que vous représentez un courant extrémiste, entre autres l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité du Québec. Vous leur répondez quoi? Effectivement, aujourd'hui, il y a eu la présence de toutes les grandes associations musulmanes. Alors ces gens-là, c'est vraiment une minorité qui ne représente que leur petit groupe. Cette manifestation... Vous répondez quoi à ces gens-là? Ont appuyé, endossé. Ces gens-là ne représentent rien. Avec tout mon respect, ils ne représentent rien. Et moi, je leur lance un défi. Qu'ils organisent une manifestation, on va voir leur poids et notre poids. Vous pensez quoi des homosexuels? Le lien avec le projet de loi sur la laïcité, toute discrimination dans cette société est indéfendable. Donc vous n'avez pas de problème avec eux? Vous n'avez pas de problème avec les homosexuels? Vous voulez pas répondre? J'ai répondu au projet de loi sur la laïcité. Sinon, si vous voulez qu'on jase sur les idées préconçues de la radio X de Québec, je suis prêt à le faire. Vous voulez pas répondre sur ce que vous pensez des homosexuels? Vous êtes en train de changer le sujet. Vous êtes contre les homosexuels? Vous êtes malhonnête. Et là, c'est à ce moment-là. C'est très pertinent parce que tu l'as ramené sur le Brunei, puis la campagne internationale contre l'application folle de la charia au Brunei. Pour te donner une idée, là, quand il dit « vous êtes malhonnête », là, c'est à ce moment-là, il prend mon micro dans ses mains, il s'en va, puis là, c'est là que les espèces de bodyguards... Des gorilles barbus. Fait que moi, j'ai plus accès, là, tu comprends? Des gorilles barbus, ben, il est suivi par 2 gorilles barbus, pareil. Là. Il ramassait de l'argent pour Sharkawi, justement. J'ai demandé au gars, puis à un moment donné, faut que je coupe dans les extraits, là, mais j'ai demandé au gars, vous faites quoi avec cet argent-là? Puis on n'a pas pu me répondre. Très louche. Ben évidemment, les journalistes sur place ont fait la job, tu me confirmes? Le gars de Radio-Canada, quand j'ai parlé à Sharkawi, il y a un gars de Radio-Canada qui est venu, mais dès qu'il a eu son extrait, il est parti. Lui, il a pas posé de questions. Lui, il a pogné l'extrait, puis il est retourné après, il a fait sa job. Il a fait sa commission. Il a livré sa pizza. Hey, merci Alex, bel job! Eh bien, voilà, reportage d'Alex. J'ai toujours pas son prénom, mais c'est pas grave. C'est du bon travail. Et surtout, quand... juste résumer un petit peu, en tout cas, j'ai trouvé que Dominique Moret, je l'ai trouvé correct. Surtout quand il disait que, surtout en parlant de la Gazette qui faisait une job de cochon. Pas moi qui le dis. Je suis content que tu m'en parles. Moi aussi, j'ai tiqué là-dessus. C'est surprenant là, d'entendre ça de la bouche de M. Moret, d'aller s'opposer là, à la majorité anglaise qui fait une job de bras actuellement au Québec. Puis donc, c'est rafraîchissant là, de voir que lui aussi est en train de s'éveiller à ça. Oui, autre réflexion de Dominique Moret. Ça se résume à 4-5 mots. Il n'y a rien à faire avec ça. Rien à faire. Oublie ça, là. Parce que les dames qu'Alex a parlé sur le terrain, c'est des combattantes. C'est des gens qui vont aller se battre sur le terrain. Là. Quand je dis se battre, là, c'est aller dans la société civile, puis aller imposer le débat, dire voyons donc, c'est de la discrimination. Ben, discriminer. Il n'y a personne qui est discriminé là-dedans, tout le monde est égal. Personne n'est discriminé là-dedans. Et ce que je voulais te dire, c'est que quand tu es rendu, que tu t'en vas dans tu t'en vas immigrer dans un pays, ou peu importe, que tu sois chez vous, ou peu importe, là, et qui est plus important, ton voile, que ton emploi, c'est qu'il y a un problème. C'est que t'es rendu, là, t'es militant maudit. Il y a un retour de son. Je sais pas si... Oui, j'ai remarqué ça aussi. Tu as remarqué qu'il y avait un retour de son, Carl? Ouais. Oui. OK. Peut-être ça va se régler en ce moment. Donc, quand tu es rendu, Carl, que tu attaches plus d'importance à ta religion que ton gagne-pain, c'est que là, tu sais, il y avait un témoin de Jéhovah. Il y a un témoin de Jéhovah qui donne une partie de leur salaire. Tu savais ça? Oui.
Donc, si les témoins de Jéhovah donnent une partie de leur salaire, ben là, c'est rendu que tu veux pas aller travailler pour pouvoir porter ton voile. C'est que là, il y a un petit problème là, dans la tête. Non, tu trouves pas? Ah, écoute, c'est hormis tous les signes religieux, c'est de voir que le message de M. Stenberg, le maire d'Amstead... Suprématie de la race blanche, là. Ah oui, puis mais c'est ça, il joue dans ce créneau-là actuellement. Puis c'est aussi la clientèle que je te répète, puis qui sont en train de nous faire avancer rapidement là, dans tout ce qu'on essaie d'expliquer avec la politique multiculturaliste. Mais on a eu des signes là, depuis que Justin Trudeau est arrivé. Depuis le règne de Couillard aussi, qui a vraiment poussé à l'extrême, même pour un premier ministre du Québec, l'idée là, du multiculturalisme canadien, puis le gouvernement fédéral fort qui est partout dans nos vies. Couillard réagissait pas à des choses comme ça. Et a essayé de ça tout le long. Carl, juste avant l'émission, je parlais avec ma conjointe justement de Couillard. Couillard a participé à ça, là, nous culpabiliser. Là. Souviens-toi à son passage à l'émission Tout le monde en parle, puis qui a pointé les Québécois. Vous allez être poursuivis, puis tu comprends, la police va aller chez vous quasiment. C'est ça. Puis moi, je me disais, puis je lui disais que quand tu es un premier ministre du Québec, tu es là. T'es le premier là, en autorité au Québec, tu es là pour défendre ton peuple. S'il y a des gens, parce qu'on fait tous de la politique, là, quand on est rendu de parler de nettoyage ethnique, là, tu dis « Hey, calmez-vous, là, tout le monde. » Puis t'essayes de pas prendre position ni pour un ni pour l'autre. Et puis, tu sais, Couillard, il a embarqué là-dedans, comme le Parti libéral, puis Trudeau, en ce moment. Tu souviens-toi, la prise de position de Justin Trudeau quand Mme Blain est allée lui poser une simple question. Puis là, il te l'a traité de toi et non. Puis vous avez pas votre place au Canada. Puis on arrive dans le discours, là, tu sais... un peu quand on a fait entendre la semaine dernière l'apparition de Mathieu Bock-Côté à une émission en France qui parlait de son livre. Et puis, les phobes par-ci, les phobes par-là, les colibets par-ci. Tu peux pas dire un mot sans te faire traiter de fasciste, de raciste, d'extrémiste, etc. Puis les médias embarquent là-dedans. Fait que là... Dominique Moret dit aujourd'hui, il n'y a rien à faire avec ça. Je pense qu'il n'y a rien à faire non plus avec certains médias. Tu sais, quand j'entends ce matin, en allant travailler, que Pierre Curzi dire que quand le PQ a amené sa charte que les Québécois étaient contre ça, les deux bras m'ont tombé. Une chance, puis là, je suis pas souvent d'accord avec lui, que Patrick Lagacé l'a ramené à l'ordre, lui a dit « Voyons donc, Pierre. » Voyons donc, les Québécois étaient pour ça dans ce temps-là. Un député du PQ dit que les Québécois étaient contre ça. Je me souviens, Carl, les sondages à l'époque étaient à 67 %. C'est pour ça que j'ai fait ma prédiction il y a une semaine et demie, 10 jours. Tu te souviens, tu étais avec moi, je dis, Carl, je te prédis, ça va être un appui de 67 % parce que c'était 67 % dans le temps de Drainville. L'autre, ça va dire que les Québécois étaient contre ça, un député du PQ. Tu sais, le monde... Puis là, la preuve, puis par-dessus tout, là, chose, comment il s'appelle, l'ex-chef du PQ, le Lisée, a amené une proposition à l'automne 2017 de proposer une nouvelle charte .2.0. Puis sur les 30 députés du PQ, 0 d'appui parce qu'ils ont eu peur de revivre la même situation qu'en 2014. C'est-tu drôle? Legault a promis ça en campagne électorale. Il a eu l'appui de tout le monde. Il s'est fait aider. Puis s'il y avait une élection demain matin avec des manifs de capotés comme hier, il se ferait élire encore plus fort. N'est-ce pas? François, Patrick qui vient parler avec nous autres des fois le lundi, là, qui est un partisan du Parti québécois. Oui, Patrick, rappelle-toi ce qu'il nous avait dit. Puis on le voit qu'il y a beaucoup de péquistes qui, depuis le discours de Parizeau, puis là, je vais citer Patrick, là, puis on va l'analyser ensemble. Il dit que Juste avant, Parizeau, Carl, juste arrêter avant, là.
je vais essayer de laisser un message à Jean-Marc s'il m'écoute. Là, le clavardage ne fonctionne pas ce soir. Là. J'essaie de voir si on a des commentaires. Puis encore une fois, ça fait 4-5 jours que ça ne fonctionne pas. Juste faire signe à Jean-Marc parce que j'en ai parlé à... Jean-Marc, est-ce que tu m'entends? Bien sûr, je t'entends. Ah, comment ça va, mon Jean-Marc, ce soir? Il va très bien. Ouais, je sais pas si tu as remarqué, mais le clavardage ne fonctionne pas. Tu vois, si... Parce que des fois, ça fait partie... Oui, parce que des fois, les gens aiment ça intervenir, puis on lit, puis ça fait comme un genre de... Le clavardage, d'ailleurs. Comment? André Couture est déjà sur la salle clavardage. Bon, tu vois, c'est parce que ça fait de l'interaction. Je vais vous te remettre ça sur ton... Ah, merci, je ne sais pas si vous avez mis sur votre horaire de parler ce soir de... Comment il s'appelle? La Faith Goldy et 7 autres blogueurs canadiens ont été officiellement bannis de toutes les plateformes de Facebook et de Twitter aujourd'hui. Ils les ont bannis du réseau Corée. Et puis ils ont utilisé comme argument parce qu'ils parlent trop nationalisme blanc. Oui. Banni de quelle place, excuse-moi? De Facebook. Facebook et Twitter? De Twitter. OK. Donc, Facebook les a bannis, les 7 gars, ou les 7 personnes? Les 7 blogueurs. Il y en a 2 Québécois. Il y a 2 Québécois, puis 4 autres Canadiens. OK. Bon, on va suivre ça dans les prochains jours. Non, je ne savais pas, Jean-Marc. Je savais pas, mais on va en reparler parce que, regarde, c'est un peu dans ce qu'on parle depuis le début. C'est que on est dans une période où, puis ça fait un bout de temps qu'on en parle ici sur Radio Infocité, c'est qu'il y a un discours unique. Mais par contre, il faut le dire, là, c'était des groupes hier, des groupes qui étaient, je pense, là, en tout cas, en fait, Québec solidaire n'a pas voulu se mêler à ce manif-là, et d'autres groupes, mais il va y en avoir un autre, là. Je pense, le 14 avril, une autre manifestation. Mais encore une fois, il va y en avoir des débordements. Je vous dis, des excès de langage, là, vous allez voir. Mais bon, excuse-moi, Carl, je t'ai coupé tantôt, là, mais c'est juste parce que je voulais que Jean-Marc aille voir le clavardage, voir si on peut le rétablir. OK, excuse-moi, Carl, je te redonne le micro. Oui, écoute, c'est par rapport à ce que tu venais de dire, puis je voulais qu'on analyse ensemble le complexe que vivent certains péquistes. Patrick nous parlait, il y a 2 semaines, que le discours de Parizeau sur le vote ethnique, l'argent et le vote ethnique, a fait reculer la cause indépendantiste. Puis, on l'a vu aussi lors de la charte, le débat de la charte à Drainville, le manque de confiance, puis comment le Parti québécois a été trimballé par Québec solidaire dans ce dossier-là. Comment la gauche a réussi. Et qu'à un moment donné, le reste de la population a comme tourné le dos, puis a donné le pouvoir à Philippe Couillard. Et là, on a vécu vraiment... le fédéralisme. On a vécu un premier ministre là, vraiment aligné carrément sur la politique canadienne, puis qui a voulu... puis pendant ce temps-là, on vivait des crises avec les immigrants illégaux, puis ça l'a vraiment frappé l'imaginaire. Puis il y a aussi une montée en Europe. On suit ce qui se passe en Europe. Il ne faut pas oublier aussi l'élection de Trump qui nous a parlé de fake news. Donc, ça l'a éveillé la population beaucoup, ça. Puis aujourd'hui, on regarde les manipulations qu'essaient de faire des Sternberg, des journalistes du Canada anglais. Et ça semble pas trop coller encore en ce moment dans le débat public québécois. Et c'est ce qui m'encourage en ce moment, puis qui me permet de féliciter les Québécois de leur maturité face aux pleurnichards qui défilent actuellement, puis qui essaient de nous intimider, d'aller rechercher des complexes qu'on a longtemps exploité. Puis
c'est François Legault qui, aussi, dans la région de Québec, là, semble créer l'unanimité. Dans cet épisode-là là, de Montréal, l'intervention de la radio de Québec, de Radio X, puis qui ont fait un reportage là-dessus ce matin, vient renforcer l'idée que le Canada est un corps étranger. Je suis très surpris que Moret, parce que hier, j'ai fait un commentaire quand ils ont annoncé à Radio X là, que Alex allait à cette manif-là. Puis moi, je le sais, François, j'ai été, moi, à la manif tout de suite après l'élection de la CAQ, où il y a eu une bonne dizaine de mille personnes là, organisées par Jackie Singh, puis des groupes sur l'arrivée au pouvoir de la CAQ. Puis c'est une de mes vidéos qui a été la plus vue après celle de Mme Blain. Il y en a une là, que j'ai été capable là, d'aller dans la foule puis filmer comme il faut, voir un peu qui était présent à cette manif-là. Puis hier, je regardais un peu les pancartes. Je regardais tout ceux qui ont pris la parole. Puis les réactions ce matin, puis ça me permet là, de réaffirmer qu'il faut absolument les exposer. Justin Trudeau appuie ce genre de politique-là. Ça va être sa niche électorale. Il sait qu'il va peut-être réussir à sauver, on l'espère, pas plus que 20 comtés au Québec, quel que soit le parti qui va prendre le pouvoir. On voit là, que ça va être les conservateurs. Mais au Québec, ceux qui semblent prendre actuellement la position de Legault au fédéral, c'est uniquement le Bloc québécois. Un parti que j'ai été très, très, très critique dans les dernières semaines, mais que là, si le Bloc québécois est un porte-voix au niveau fédéral, et ils ont juste... puis en ce moment, là, tout est là pour qu'il y ait le champ est rempli de fraises mûres. Ils ont juste allé les cueillir. Puis je pense qu'il y a plusieurs sujets qui pourraient ouvrir les yeux à nos voisins canadiens. Puis ils veulent remettre la péréquation en question. Parfait. L'État québécois, François Legault, sûrement que en collaboration avec un leader qui va amplifier ce message-là. Oui, on est en accord avec l'Alberta. Moi, je pense que ça va se passer au niveau des provinces. Justin Trudeau n'est pas fort. Andrew Scheer, si il prend pas plus... Il a l'air à venir trop de l'Ouest canadien, même s'il monte dans les sondages en ce moment, dans le reste du Canada, au Québec, on risque d'assister à un autre scénario. Puis c'est là que j'espère... il va y avoir une élection en Alberta. François Legault, là, ils vont remettre la péréquation en question. Donc, François Legault doit absolument, puis je pense que c'est ça qu'il a dit, libérer le Québec de ce carcan-là. Puis, nous autres, il veut s'en passer de la péréquation. Donc, j'ai hâte de voir là, comment il va rebondir avec cette nouvelle-là. Hein, on en parle déjà à Radio Infocité. Comment Legault va réagir. Puis, moi, je pense qu'il y a toutes les cartes dans son jeu à ce niveau-là de la péréquation et de décentraliser vraiment fortement le gouvernement fédéral. Je pense qu'il y a une ouverture du côté de l'Alberta. L'Alberta rouvre une porte en ce moment qu'elle ne sait pas comment elle peut ouvrir grande. L'autre chose, Terre-Neuve qui... d'égal à égal avec Terre-Neuve. Moi, je pense qu'on aurait tout de suite une autre province qui, elle, est stratégique parce qu'elle est du côté de l'Est canadien. Donc, ensuite, moi, j'ai dit à peine à la farce
hier à l'émission de Jean-Marc Drolet, qu'on devrait décentraliser le gouvernement fédéral au point où on devrait là, essayer de faire réaliser là, que 325 députés qui doivent se réunir à plusieurs reprises à Ottawa. C'est vraiment d'essayer de régler les problèmes de Victoria, Vancouver à Terre-Neuve, Saint-Jean-de-Terre-Neuve, que c'est un gouvernement qui est utopique. Puis de faire du Parlement canadien un beau musée de cire, parce que entre rois, quand un roi gagnait une guerre à l'époque, puis je pense que la nation québécoise pourrait être assez mature là-dessus. Puis moi, comme indépendantiste, je serais prêt à faire ce compromis-là. C'est de garder des reliques pour que ceux qui sont attachés à ce pays-là, qui y croient encore, puissent avoir une transition tranquille de ce grand rêve canadien-là. Parce que un beau musée de cire au gouvernement fédéral, ceux qui aiment Pet Trudeau pourraient aller le voir une fois par année en visite. Là. Moi, j'ai des proches dans la famille qui aiment bien aller à Ottawa dans le temps des tulipes. Ben, ils pourraient aller en pèlerinage voir la statue de cire de Pierre-Éliott Trudeau puis d'aller se faire poser à côté. On charge un prix d'entrée. Donc, ça deviendrait un revenu au lieu d'une dépense. Et de réserver une salle, effectivement, pour le Canada, de faire une réunion, mettons, à toutes les années des premiers ministres de chacun des nouveaux pays là, que la Fédération canadienne va faire jaillir. Parce que si on prend... Les gens aiment bien nous comparer aux États-Unis. Si on compare là, le poids politique que les États ont, l'indépendance de chacun des États... si on appliquait ça au Québec, au Canada, si on décentralisait. Moi, là, une autre chose que je veux qu'on développe comme ligne ensemble, François, c'est que le gouvernement fédéral, et là, justement, la consultation sur le racisme systémique, on va faire ressortir ça, que l'Empire britannique, ensuite, le gouvernement canadien a utilisé l'immigration pour nous tasser sur le territoire, et que depuis le référendum de 1995, cette politique-là, le gouvernement fédéral l'a utilisée à des fins politiques. Hein? En fin de semaine, ça nous le prouve. L'ignorance de ces gens-là qui viennent au Québec puis qui ne tiennent pas compte du groupe qui les reçoit dans la province de Québec. Donc, on doit, pour des raisons politiques, et c'est très logique de le dire, que le gouvernement fédéral ne doit plus avoir ce pouvoir-là, le pouvoir de l'immigration. Ils ne la payent pas. Ils le font payer déjà au Québec. Donc, celui qui paye devrait décider. Donc, quand Justin Trudeau refuse de répondre à Mme Blain et refuse de payer, il n'y a pas juste Mme Blain qui a posé la question. Un ministre libéral l'avait posé avant elle. Donc, Justin Trudeau nous l'a répondu clairement qu'il ne payerait pas une scène. Donc, c'est là que aussi on doit se rappeler de la parole de René Lévesque qui dit que tant qu'on n'aura pas le contrôle de notre immigration, on va être là juste pour enregistrer notre noyade. Donc, comme bon peuple québécois, comme bon indépendantiste québécois ouvert à ce qu'a été le Canada, ou en tout cas les espérances qu'a été le Canada, on fait un musée de cire. Puis la dernière chose que je laisserai aux vieux, c'est les bureaux de poste avec leur drapeau du Canada. Puis c'est tout. Le reste, ça devient de juridiction provinciale. Et il va falloir aussi négocier le contrôle de la monnaie pour pas qu'il se repasse ce qui s'est passé quand le pétrole est devenu à 1,40 du baril. Ça l'a fait un tort énorme à l'économie québécoise. Moi, là, il y a certains partis politiques à la dernière élection provinciale qui avaient émis cette idée-là, que de créer notre propre monnaie, ou en tout cas la monnaie qu'on crée, au lieu de payer les intérêts à on doit se libérer. Il faut trouver de bonnes idées qui vont nous libérer là, on doit avoir le contrôle de notre argent. C'est simple, c'est très logique aussi.
Puis quand ils nous ont menacés qu'ils allaient nous couper le dollar canadien, il faut l'expliquer puis en rire aussi. Si on décidait de ne pas utiliser le dollar canadien, ça aurait une forte répercussion sur la valeur du dollar canadien. Si demain matin, on décidait de prendre le dollar américain puis tranquillement changer notre devise canadienne en américaine ou quelle que soit la devise qu'on choisirait, le Canada serait perdant. Donc, ils ont tout avantage à ne plus ressortir ce genre de menaces. Donc, je t'ai parlé aussi avant l'émission d'une journaliste que j'ai partagée sur ma page Facebook qui s'appelle Léolane Kemner. J'ai lu 2 articles, un qu'elle a écrit le 30 mars. T'as dû... Non, j'avais rien de OK, Léolane Kemner, je veux que les gens prennent le temps d'aller lire les 2 articles que j'ai partagés sur ma page Facebook. Vraiment, elle a touché des cordes très profondes en moi. Elle a exposé comment le fédéral nous a mis dans notre caverne. Elle a utilisé comment qu'on appelle ça, l'image là, qu'on apprend tous en philosophie au cégep de Socrate, là, la théorie là, de la caverne où on voit l'ombre puis on entend les cris de l'extérieur. Puis seulement ceux qui se délient de leur chaîne puis qui vont voir à l'extérieur la réalité peuvent le comprendre. Puis il y en a certains qui se donnent le devoir d'essayer d'aller sauver les gens dans la caverne. Puis, Léolane, là, je vais suivre ses prochains écrits parce que vraiment, elle a une vision historique aussi quand elle analyse l'actualité. Je vais juste aller sur ma page Facebook parce que je veux quand même te lire des petits passages de son article qui, a capté mon attement. Je parlais, le temps que tu trouves le texte de Léolane. Oui, la caverne. La caverne. Je voulais juste porter à ton attention hier, Carl, lors de la manifestation. Il y en a quelques-uns qui en ont parlé. Moi, je l'ai tout de suite remarqué et sûrement que les auditeurs avertis de radioinfocité.com s'en sont aperçus aussi, que le drapeau du Québec était à l'envers. Je sais pas si tu as remarqué, Carl, mais... Où ça? À la manifestation d'hier. Il y avait le drapeau du Québec, là, au début. Ah oui? Là, il était complètement à l'envers. Pour moi, je peux te dire une chose, c'est un manque total de respect. Tu vois, ces gens-là veulent que tu les respectes, puis ce qu'ils te donnent en retour, là, c'est ça. Ils viennent retourner ton drapeau du Québec à l'envers, comme si, en signe de... Pour moi, ça veut dire, là, je me fous carrément de toi. Moi, ça ne me surprend pas. Depuis que je suis arrivé à Montréal, que je le vois, que c'est ceux qui sont nouvellement arrivés ou qui viennent de certains pays n'ont aucune connaissance de ce qu'on est. Puis les Canadiens, le fédéral qui les envoie leur dit que le nationalisme canadien il est beau, que l'unité canadienne c'est beau, puis que le nationalisme québécois c'est pas bien, c'est xénophobe. Donc moi je pense que les fédéralistes quand ils ont semé ça depuis plusieurs années là, surtout après la peur qu'ils ont eue au référendum. Ça donne les fruits actuellement, puis c'est peut-être pas les fruits qu'ils désiraient nécessairement, parce que ils doivent s'apercevoir que le reste de la population en ce moment ne suit pas. Il y a à peu près que des îlots là sur l'île de Montréal là, qui sont vraiment omnibulés par ça, mais si on fait l'ensemble du territoire québécois, là, c'est loin d'être gagné. Puis, si je reviens avec ma journaliste Léolane, je vais vous lire là, quelques petits passages qui, moi, en tout cas, attire mon attention à tout le moins. Une des premières choses que l'on m'a inculquées en matière de philosophie,
c'est que plus une situation est complexe et embourbée, plus il est essentiel pour la philosophie de se rapporter à l'essentiel des concepts pour désengorger ses raisonnements. Afin de tenter de mieux comprendre le climat qui se déchaîne sur le Québec depuis le dépôt du projet de loi 21, je vous propose de revenir avec moi sur ce que Platon nous a enseigné avec son allégorie de la caverne. Donc, c'est l'allégorie de la caverne. Je vais passer un petit peu. Je pense que tout le monde la connaît. C'est l'idée là que ce qu'on entend dans les médias, le message qui est souvent contrôlé par les médias, c'est un point de vue. Hein? Faut jamais oublier ça. Et ce point de vue-là vient du gagnant. Quand on perd une guerre, quand on perd une conquête, ceux qui contrôlent le message, c'est eux qui contrôlent l'ombre que les gens peuvent voir. Puis Léo Land, dans le reste de son article, fait le parallèle avec cette allégorie-là et comment le Canada anglais a voulu faire peur aux Québécois depuis plusieurs années, a voulu utiliser, entre autres, effectivement, la phrase de Jacques Parizeau pendant son discours là, de défaite du référendum. On l'a vu avec Patrick à notre émission, comment ça l'a marqué certains péquistes qui, par la suite, se sont mis à courir après le progressisme Québec solidaire, après le politically correct. Ils se sont mis à jouer sur le terrain. Ils ont cru ce que nos adversaires ont dit, que le nationalisme québécois devait être remis à la une, entre autres avec l'idée du multiculturalisme. Même si on ne contrôlait pas les nouveaux arrivants, on a cru que par la force de notre idée, qu'on allait amener les gens à adhérer au projet. En tout cas, depuis le référendum, depuis le passage de Lucien Bouchard, puis par la suite, on a senti un malaise sur ce qu'a analysé M. Parizeau au lendemain de la défaite, le soir de la défaite, et on a vécu avec ce petit complexe-là. Puis, je pense que François Legault, en se sortant du Parti québécois, puis de toutes les chicanes qu'il y a eu là, à l'intérieur, est en train de faire avancer le Québec là, très rapidement. Puis, je peux pas croire que ce gars-là, avec tous les conseillers qu'il y a avec lui actuellement, fait ça en improvisant. Moi, je pense que quand tu es premier ministre, là, tu as accès à plein de ressources. Puis, François Legault peut pas avoir lancé ce genre de débat-là en début de mandat en nous laissant sur notre appétit. Donc, je crois que si Yves-François Blanchette, qui est un chef qui n'a pas non plus beaucoup d'envergure, va savoir s'entourer de gens qui vont essayer de transporter le message de la CAQ. Parce que c'est pas Justin Trudeau, c'est pas le NPD, c'est pas Andrew Scheer, parce que là, les conservateurs se sont vraiment éloignés de ça, parce qu'ils se laissent influencer par la matrice canadienne, parce qu'ils savent que François Legault, en ce moment, les conservateurs ne peuvent pas trop se coller à lui, parce qu'il a parlé de pétrole sale. Il a osé dire ce mot-là. Donc, Andrew Scheer doit faire très attention de comment il va réussir à aller rechercher le mécontentement des Québécois puis le transformer en vote au mois d'octobre. Donc, Yves-François Blanchette, si il fait bien son travail, rien n'est joué, mais il va avoir un été rempli. Va falloir prendre son temps à essayer d'aller chercher, pas nécessairement une vedette de TVA ou de Radio-Canada, unijambiste, cyclope. Non, il faut qu'il essaie là, de répondre à ce mouvement-là qui pourrait se transformer à un vaste changement du Canada. Il y a eu aussi hier là, Catherine Fournier. On a parlé un peu de Catherine Fournier. Puis il y en a qui la traitaient de fédéraliste parce que ce serait ouverte sur un fédéralisme renouvelé. Essayons là, de ne pas exclure personne en ce moment. Comme je t'ai dit, si on fait un musée de cire du gouvernement de la Chambre des communes, puis on leur laisse Post Canada,
avec leurs beaux camions, puis que le reste soit géré par les provinces, puis on sort le fédéral, puis on élimine cet ordre de gouvernement-là qui peut être très bien remplacé par une réunion des premiers ministres à toutes les années, qui serait, on ne verrait pas de différence dans notre quotidien. Si y a un ordre de gouvernement qui est vraiment rendu trop gros pour ce qu'il est capable de mener, c'est bien le gouvernement fédéral. Donc, c'est simple, François. Poussons là-dedans. C'est vendeur, ça, je te le dis. Oui, tu as raison, mais tu parles de Catherine Fournier. Ben là, au moins, hein, moi, je peux te dire une chose, là. C'est le côté, le bon coup de la semaine. Ou de la fin de semaine, mais en tout cas, ça s'est passé en fait la semaine dernière à l'Assemblée nationale. La semaine dernière. J'adore Catherine Fournier. Vraiment, là, je vais, si elle continue de même, il y en a même qui, hier, dans le clavardage, ont dit qu'elle s'en irait à Québec solidaire. Jamais qu'elle va faire ça. Puis je soupçonne qu'elle commence à écouter Radio Infocité, parce que tout ce qu'on a parlé depuis une couple de semaines, elle a appuyé les équipes Québec. Elle a pris à peine de livrer un message là-dessus. Puis elle a parlé des signes anglicans. M'a dire une affaire. Pour moi, c'est la championne de la semaine. Moi, je peux te dire une chose. Ouais. Je peux te dire, bon, je pense qu'il y a un petit problème, mais ça fonctionne un peu au ralenti, là. Jean-Marc, non, ça n'a pas fonctionné de relancer la vidéo. Enfin, on va voir. Mais je peux te dire, nous, on va continuer, Carl. Je peux te dire que la championne de la semaine, c'est elle. Écoute, dans son vidéo, puis tu sais, j'analysais tout ça, là. Parce qu'à un moment donné, de la manif d'hier, là, on a vu un peu c'était qui les acteurs, là, puis on va les voir, on les a vus, on va les voir et on va les revoir. On va avoir amplement de temps, mon cher Carl, pour en parler. En passant, merci Gilles Grondin qui nous informe que le reporter qui a fait à l'émission de Dominique Moret, c'est Alexandre Leblond. Merci Gilles, parce que c'est toujours plate de se dire c'est Alex, ben oui. Alexandre Leblond. Yvon Guay me dit, juste avant de terminer, on va terminer un peu sur le dossier de la manif d'hier pour passer un peu à Catherine Fournier, parlant de Salam El-Meniaoui. Ça, c'est celui qui a parlé en anglais, Carl. Et c'était en anglais à la manifestation d'hier. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est favorable à l'instauration de tribunaux islamiques au Canada et s'est déclaré prêt à se battre si le Canada, à l'instar de la France, promulguait une loi interdisant le port du voile. Fait que tu vois qu'on est dans le militantisme, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est carrément politique l'affaire. Et puis, ben, on se sert du voile pour des femmes pour faire un combat anti-québécois. Je suis tellement content, François. Là. Si tu savais, là, il a aussi parlé là, du multiculturalisme. Puis, il identifie beaucoup là, le Canada comme étant le sauveur de sa cause. Puis c'était pas pire quand, Alexandre Leblond a posé la question à Adil Sharkawi et les homosexuels, monsieur, puis il est revenu 4-5 fois dessus. Hein, il était là pour tasser dans le coin, n'est-ce pas? Ah oui, écoute, ils ont pas été dans la dentelle. J'ai aussi remarqué là que Adil Sharkawi est le président, ou en tout cas très impliqué dans le collectif canadien anti-islamophobie. C'est vraiment, on met le mot Canada partout. Ouais. Puis moi, là, je te le dis, tu me l'as dit, j'aime bien l'image. Ils sont en train de marquer des buts dans leur propre but. Puis là, on pensait l'adoption au 15 juin, que ça allait être long. Puis moi, je pense que plus on allonge ça, là, plus les Québécois là, vont être vraiment... on est en train là, d'informer. Ils sont en train de faire la job pour nous autres. Je peux te dire une chose, Carl. C'est merveilleux. Carl, ils scorent peut-être dans leur propre but. Mais avec ce qu'on a vu hier, on va avoir droit à un bon show d'ici le 15 juin.
Ah oui. On va avoir droit à un bon show. Moi, écoute, ce que... là, le maire de Hérouville, c'est parti. Colomb, là, quand il avait répliqué, c'est là, rien, de leur ça, côté, on rien. en a à tous les jours. Mais là, c'est rien, ça, l'ancien maire d'Hérouville. C'est rien, ça. Tu vas voir le show. On va avoir tout un show gratis d'ici le 15 juin. On va les voir, là, ils vont se déchirer. Mais moi, je peux te dire que ça peut aller loin, par exemple. Parce qu'à un moment donné... François, l'autre chose là, qu'il a mis au défi Adil Sharkawi dans l'entrevue, il dit « Je mets au défi le groupe Les musulmans et arabes pour la laïcité d'organiser un événement. Ouais. Je tiens à lui souligner, puis il sait très bien, que si on faisait ça sur l'île, c'est sûr que les antifas viendraient attaquer. T'as-tu remarqué... je suis content que tu amènes ce sujet-là, Carl. As-tu remarqué, François, qu'ils ont quand même pu tenir cette manifestation-là en nous insultant pendant je ne sais pas combien d'heures sur l'île de Montréal en toute sécurité? Tout à fait. Ils n'ont jamais été menacés par aucun groupe là, qui disent d'extrême droite. Donc, allons faire la même chose demain matin. Justement, Carl... Ça ne serait pas la même chose. Oui, justement, Carl, je suis content que tu m'amènes tu amènes ce sujet. Moi, je pense que la meilleure façon de répliquer à ces gens-là, tu sais laquelle? C'est l'adoption du projet de loi. Fait que les manifestations, les contre-manifestations, etc., surtout à Montréal et dans la région de Montréal, je peux te dire là, que je trouve que ça ne vaut pas la peine. On est tous... Puis l'autre affaire, là, je peux te dire que là-dessus, là, regardez bien, je peux me tromper, mais on en reparlera. Je pense que le Parti libéral va se terrer là-dedans. Il va devenir très silencieux, puis il va laisser Québec solidaire faire la job en avant, puis voir ce qui est bon de ce qui est pas bon, puis ils vont essayer. Moi, je pense que Québec solidaire sert les intérêts beaucoup là, du Parti libéral qui, moi, je pense qu'on ne les reverra pas trop poser de questions là-dessus, à moins, là, ils vont laisser Québec solidaire se mouiller avant de pousser le bouton parce qu'il doit y avoir des spécialistes du côté là, libéral qui voient que la dérive là, canadienne multiculturaliste ne colle pas au Québec. Et le fruit que ça donne actuellement, je le répète, si j'étais organisateur libéral, je dirais, les gars, arrêtez de tirer sur le go, et plus on tire dessus, plus il renforce. Oui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas le problème, Carl, c'est que ils n'ont pas de contrôle sur ceux qui sont contre le projet de loi, comme les Adil Sharkawi et les Salam El-Menawi. Ils n'ont plus de contrôle. Ça, je te dis, c'est le fruit de 25 ans de propagande où on nous a envoyé là, des gens en mission pour détruire la nation québécoise. Ouais, propagande, Carl. Complètement, il y en a ici des gens complètement ignorants qui ne sentaient pas le besoin là, de s'informer sur nous parce que c'est le Canada qui les accueillait dans un but politique. C'est simple à comprendre. Ouais, c'est ça qui est en train de rejaillir. Et le premier ministre Couillard a contribué à tout ça en accusant François Legault et les autres qui ne pensaient pas comme lui de souffler sur les braises de l'intolérance. Et ça, là, les Québécois, je pense, commencent à être pas mal écœurés de toute cette... De toutes ces remontrances, de toutes ces, de ces façons, là, toutes ces manières là, de donner les leçons. Donner des leçons au petit peuple. Oui. Donner des leçons au petit peuple, là. Ben là, je pense que le petit peuple va prendre sa revanche, ce coup-ci. Puis il faut que François Legault tienne le coup et la CAQ. Moi, je les félicite. Puis aussi, ben, en terminant, je sais que tu vas nous quitter dans quelques minutes, Carl, mais de féliciter Catherine Fournier, qui, la semaine dernière, a fait une genre de proposition et j'aimerais t'en parler juste avant que tu nous quittes, parce que j'en ai parlé longuement avec mon fils Félix Aimé. Elle a lancé tout un en tout cas, a comme semé un petit peu disons, elle a semé, comme on dit en bon cultivateur, là.
Elle a mis des bonnes graines de semences, là. Puis je pense que ça va aller loin, son affaire. Parlant des signes religieux anglicans. La semaine dernière, et puis c'est pas n'importe qui est allé avec elle à l'Assemblée nationale, c'est Antoine Robitaille. Antoine Robitaille, qui est à Cube Radio, qui a relayé l'entrevue qui a été enregistrée et qui a relayé tout ça dans le Journal de Québec, dans le Journal de Montréal. Donc, ça commence à faire les signes religieux anglicans. Et je pense que si on a à travailler sur quelque chose, Carl, c'est là-dessus. Et de travailler à faire en sorte que d'ici la fin du projet de loi, de la mise du vote là, sur le projet de loi sur la laïcité, de travailler sur à ce que l'Assemblée nationale soit neutre, mais pas d'un bout à l'autre. C'est évident que ça me fait mal un petit peu au cœur d'enlever le crucifix. Je fais pas ça de gaieté de cœur. Mais tant qu'à le faire, on enlève tous les autres. Fait que, puis là, Catherine Fournier est arrivée puis a tombé dans le mille, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et laissons faire les manifestations, les contre-manifestations, là, parce que, tu sais, ça va bien, là. Pourquoi est-ce qu'il y arriverait des gens, là, comme, disons, la Meute ou Stern Alliance, de sortir dans la rue puis d'appuyer la laïcité? On n'a pas besoin d'eux autres, là. Ça va bien, là? Ben, restez chez vous, les boys, de ce temps-ci, là. On en s'est entendu parler de vous depuis 2-3 ans. On le sait que vous existez. Vous êtes là, puis on le sait. Là, il y a une loi qui va se voter. Il y a un projet de loi qui est sur la table, là. Calmez-vous tout le monde. Il y en a assez qui s'énervent de l'autre bord, puis Legault, pendant ce temps-là, il marque des points. Essayez de comprendre un peu comment ça marche, la politique, une fois pour toutes. Je demanderais, ce soir, à ce que les groupes, là, parce que vous n'êtes pas des groupes d'extrême droite, contrairement à ce que disent les médias de masse. Et vous reconnaissez, vous n'êtes pas des groupes d'extrême droite. Vous êtes des groupes de droite. Mais d'extrême droite, là, c'est Hitler. Faut bien s'entendre, puis ça fait que... Mais restez chez vous un petit 2 mois, là. Prenez des vacances, puis regardez le show aller. Vous allez avoir un bon show, je vous le dis, là. Regardez hier. C'est juste un avant-goût hier, n'est-ce pas, Carl? Ah oui, absolument. Puis je vais revenir à Catherine Dorion, là, puis les Fournier. Catherine Fournier, oui, effectivement. Excusez-moi, Madame Fournier, je ne recommencerai plus, je vous le jure. Antoine Robitaille, là, c'est un journaliste qui travaille sur la colline parlementaire depuis plusieurs années. Puis tu remarqueras sa réaction quand Catherine lui en parle, Madame Fournier. Puis il semble complètement tomber des nues, là. Il semble vraiment pas être au courant de ce sujet-là. Et quand tu regardes, il y a un moment donné, dans les réponses qu'il donne, il dit, ouais, mais il dit, ça fait beau dans le décor, les signes anglicans. Il dit, ça ferait, il dit, on dirait que ça fait plus partie du décor. C'est spécial d'entendre ce genre de réponse-là. Ça montre que on est désensibilisé face écoute, ça fait 260 ans qu'ils nous ont conquis. Et ça, c'est des signes que d'après moi, dans notre inconscient collectif, on a eu à se battre contre l'armée britannique et on a mangé tout que des volées. Donc, je pense qu'on nous a effacé là, toute opposition. Puis, on a réussi à nous faire oublier ces signes-là. Mais quand Georges Tremblay, la vidéo qu'il nous a fait puis qui nous explique comme il faut, pas juste les signes, mais la signification. Hein? Catherine Fournier l'a expliqué un peu dans son entrevue, mais j'aimerais qu'un gars comme Georges Tremblay puisse être plus, qu'il soit mis plus en lumière. Puis d'ailleurs, on va avoir une entrevue avec Georges Tremblay dans les prochains jours, François. J'ai parlé à Georges Tremblay, puis il va venir. C'est rare qu'il donne des directs. Puis je veux. Puis Catherine Fournier n'en parle, mais la vidéo à Georges Tremblay nous explique comme il faut la signification de chacun.
Puis, entre autres, je ne savais pas qu'il y avait une licorne enchaînée qui représentait le peuple francophone, le peuple québécois maintenant. Une licorne enchaînée qui est représentée dans ces signes-là, qui montrent leur contrôle sur nous. C'est vraiment, quand on apprend ça, puis on voit que comment nos adversaires... si on avait été parlé de ça, là, on enlève le crucifix, mais on voit pas le reste. Mm-hmm. Puis je pense qu'effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que la cause est bonne. Puis il faut pousser ce sujet-là, encourager Catherine Fournier. Ça pouvait venir nous parler aussi, Madame Fournier, à l'émission. Là, ça va nous, on aimerait ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, Carl, écoute, c'est un mot que je lance, un mot d'ordre. Je pense qu'il faut se calmer les nerfs un peu là. Et puis regardez donc le spectacle aller. Puis s'il y a des actions à faire, à entreprendre concernant un appui à Catherine Fournier, je pense que les gens, là, on doit travailler là-dessus. C'est là-dessus, d'enlever les signes religieux à l'Assemblée nationale. Anglican. Et là, on va faire, comment je pourrais dire, on va faire le tour du chapeau, comme on dirait. Carl, merci beaucoup d'avoir été là ce soir, parce que j'ai Denis Laberge qui s'en vient dans un instant. On va parler un peu de laïcité aussi, mais on va faire un retour aussi sur le 50e anniversaire ce soir des Expos de Montréal. Et... je peux te dire que demain, c'est un grand jour. Hein? En tout cas, Denis va en parler là, tantôt. De Pete Rose. Bon, Carl, merci d'avoir été là et on se reparle demain soir. C'est bien ça? Oui, puis je vous laisse sur les paroles de notre maintenant célèbre journaliste Léolane Kemner qui conclut son texte que je vous ai lu tantôt. Sur ce, moi, je vous dis vive la philosophie et vive le Québec libéré des ombres de la caverne fédéraliste canadienne. Ça, les 2 derniers mots, c'est moi qui l'ai rajouté. Merci. Bonsoir tout le monde. Mais on voit que tu es un grand poète. Tu es capable de continuer la poésie de Mme Kemner. Salut, Carl. Merci de m'attribuer ce genre de qualité. Ah, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Salut, Carl. Carl Brochu, mesdames et messieurs, et de Carl Brochu, on s'en va directement à Denis Laberge et Félix Aimé Saint-Louis qui est là... qui est devant moi. Salut Félix, comment ça va ce soir? Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Et Denis, vous êtes là? Oui, bonsoir tout le monde. Ça va bien, Denis? Oui, content de parler à des personnes majeures, vaccinées et laïques. Oui, laïque, disons laïque. Oui, je ne sais pas si le son est bon de votre côté, Denis. Est-ce que ça va là, en ce moment? Je vous entends très bien, monsieur François. OK. Donc, Félix Aimé est là. Vous avez suivi la conversation, la discussion qu'on a eue ce soir à Carl Brochu. Oui, en grande partie, oui. J'ai l'impression que c'est une impression. Oui, je comprends. C'est une impression, je me reprends de déjà vu. Ah, expliquez-vous donc. J'aimerais vous entendre là-dessus. En 1977, lorsque le Parti québécois avait adopté la loi 101. Donc c'est comme en langage d'ordinateur aujourd'hui, c'est du copier-coller. Oui, si on veut dire oui. Les ressemblances que vous trouvez, c'est avec les médias, c'est avec la réaction Les réactions des gens qui s'opposent au projet, qui s'étaient opposés à la loi 101, qu'on faisait reculer le Québec, et puis que... Ouais, c'est pas nécessairement les mêmes... Une loi raciste, puis... c'est les mêmes arguments qui ressortent. Oui, tout à fait. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a vu avec la manifestation d'hier, puis celles qui ont suivi... Oui, mais il y a une main d'Amstead aussi, M. Steinberg. Hein? C'est pas seulement que la manifestation d'hier. Hein? Ah non, la manif d'hier, là, c'est un morceau de casse-tête, là, mais le maire d'Amstead, M. Steinberg, Julius Gray, qui veulent défier la loi, et ça... puis il avait dit dans le temps de la loi, lorsque la première version de la loi 101 a été adoptée en 1977, on entend encore les mêmes arguments, qu'on est raciste, qu'on est xénophobe, qu'on veut se replier sur soi, alors que c'est tout à fait normal qu'une majorité, à un moment donné, veuille se protéger. Moi, monsieur, vous voyez, je suis né en 1992. J'étais pas là
quand la loi 101 a été votée, Oui. je connais ce qui est arrivé, les messages qui ont été portés tout le temps. Puis j'ai pas de misère à croire que ça se ressemble beaucoup aujourd'hui. Mais savez-vous, je pense même qu'il y a une autre voie qui s'est amenée à celle du côté fédéraliste. C'est la voie du multiculturalisme qui s'est rajoutée à ça. C'est l'autre point de pouvoir. Une chose, là. Bon, j'attribue en partie le fait que il y a eu la défaite de 1980 au référendum. J'attribue en partie cela à la loi 101 qui donnait une impression de sécurité à la majorité des francophones de souche. Vous pensez qu'il se satisfaisait de la loi 101 puis qu'il pensait que tout allait être OK? Il disait, bon, on est capable de se protéger, pourquoi qu'on ferait sécession du Canada ou qu'on réouvrirait notre relation avec le reste du Canada parce que, bon, on se sentait en sécurité. Là est arrivée la Charte des droits et libertés enchâssée dans la Constitution que le Québec n'a pas signée en 82. Alors là, qu'est-ce que ça fait? Aussitôt que cette Constitution-là a pris effet, là, on a commencé à voir des groupes qui avaient manifesté leur dégoût face à la loi 101 en 1977 se servir de cette nouvelle Charte des droits et libertés-là pour aller devant les tribunaux pour essayer de charcuter un à un plusieurs pans de la loi 101, un qui a frappé l'imaginaire, entre autres, parmi les nombreuses contestations, c'est la fameuse loi sur l'affichage, le fameux jugement de la Cour suprême en 1988 qui a statué que les dispositions de la loi 101 sur l'affichage étaient contraires aux chartes des droits et libertés, tant celles qui avaient été enchâssées dans la Constitution de 82 que l'adoption de la Charte québécoise des droits et libertés, qui n'a pas une valeur constitutionnelle, mais qui a une grande valeur juridique. Alors là, et c'est là, ça les a fait capoter. Et c'est là qu'après ça, qu'il y a eu une réunion au Centre Paul Sauvé, peu avant Noël en 88, une des dernières activités qui s'est passée au Centre Paul Sauvé avant la démolition l'année suivante, où Gilles Proulx a envoyé paître le commissaire aux langues officielles de l'époque, dénommé d'Iberville-Fortier. Est-ce que je peux dire ce que Gilles Proulx avait dit à l'époque dans le centre Paul Sauvé? Est-ce que vous me donnez la permission? C'est libre à vous, c'est votre poste de radio. Bon, je vais quand même prendre le privilège que j'ai. Ben oui, venez. Il avait dit d'Iberville-Fortier qui mange de la marde. C'est ça. Et là, j'y étais présent. J'étais là. Hey, c'était la dernière activité au Centre Paul Sauvé avant que le défunt maire Jean Doré et celle qui était présidente du comité exécutif à l'époque, une dénommée Léa Cousineau, prennent la décision de démolir cet endroit-là. Une personne qui était qui avait pas aucune notion de l'histoire, parce que le Centre Paul Sauvé... Ça fait mal au cœur, j'ai pas besoin de vous le dire quand vous passez à l'angle des rues Beaubien et Pineuf. Ça fait mal au cœur. Oh, ça fait mal au cœur, certain. Mais tout ça pour dire que il y a des parallèles à faire. Il y a des parallèles à faire entre la loi 101 et la loi sur la laïcité. Et je pense que, comme je disais tantôt, Félix Ami, tu n'étais pas vraiment ce sujet encore. On va avoir droit à un bon spectacle d'ici la fin. Il est déjà commencé. Il est parti de plus belle, je te dis. Tu vas voir que tu vas avoir un bon show. On va changer de registre. Je vais parler spécifiquement à Félix Aimé, qui est le fils de François. Demain, vous le savez, c'est la fête de votre père. Oui. Et c'est la fête, en fait, c'est demain aussi, on souligne le début dans le baseball des ligues majeures de Pete Rose. Okay. La même journée que votre père, François. Et Pete Rose n'a pas commencé en 63, par exemple. Dans le baseball majeur.
le baseball majeur, un 9 avril. Et 1900. donc, c'est une date Alors, mémorable parce que Pete Rose, c'est Monsieur Coup sûr, hein, n'est-ce pas? 4256 coups sûrs. Wow. Moyenne au bâton à vie de 303. Il a réussi 160 coups de circuit en carrière et a fait produire 1314 points. Écoutez, quand Pete Rose arrivait, parce qu'il jouait pour les Reds de Cincinnati, et puis qu'il s'amenait au marbre, puis il jouait contre les Expos, mon père, il disait c'est fini, il y a un coup sûr. Hey, 4256 coups sûrs. Vous imaginez? Quand tu parlais de Tim Raines qui était au premier but, c'était un double, c'était un vol de but. Ouais. Mais quand c'était Pete Rose, c'était un coup sûr. J'ai déjà expliqué un jour à Radio Infocité, puis j'ai répété cette anecdote-là parce que j'ai déjà vu Tim Raines avec les Expos marquer du deuxième but suite à un ballon sacrifice marqué qui a été une balle qui a été frappée très loin au champ centre. C'était au stade olympique. Ah oui. Le voltigeur adverse, pour capter la balle, a dû faire face à la clôture, donc dos au marbre. Alors, Raines était assez rapide pour prendre quelques enjambées parce qu'il faut que tu tournes le dos pour pivoter au champ centre loin. Mais il était assez rapide, Raines, pour prendre le nombre d'enjambées requis pour parcourir la distance entre le deuxième but et le marbre et aller marquer sur un ballon sacrifice. C'est très rare qu'on... J'ai jamais vu ça. Ce genre de situation. J'ai jamais vu ça. Tu sais, tu voles le troisième but, là, mais pas le marbre. Oui, mais il l'a fait. Mais évidemment, le voltigeur de centre était mal placé. Oui, je conviens, là, mais... Bon, écoutez, on va revenir un peu sur le baseball dans quelques minutes. Est-ce que mon son est mieux, là, Félix? Oui, c'est mieux. OK. On va revenir sur le baseball parce qu'il faut quand même le souligner. Hein. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire des Expos de Montréal. De leur première victoire. De la première partie. Première victoire au Shea Stadium à New York. Le maître drapeau avait lancé la balle, avait fait le lancer protocolaire. Le lancer protocolaire. Merci, mon cher Félix. Juste avant, Sylvain Guy me fait signe que jeudi, c'est-tu jeudi? Demain, au Petit Bar. C'est où le Petit Bar? Peux-tu annoncer, François, le spectacle de notre ami patriote du Saguenay, Lac-Saint-Jean, Martin Lavoie, demain au Petit Bar? Il faudrait m'indiquer où est situé le Petit Bar. Message fait, Sylvain, si tu me donnes l'endroit, je vais le dire aux gens de pouvoir assister à son spectacle demain soir. Donc, pour terminer un petit peu sur la loi 21, Denis, juste avant qu'on passe à notre prochain sujet, est-ce que vous pensez que le gouvernement... Moi, j'aimerais ça avoir une réponse courte et simple à comprendre. Est-ce que vous pensez que le gouvernement Legault, le gouvernement de la CAQ, va tenir le coup et va faire adopter la loi 21? J'en suis absolument certain. Mm-hmm. Moi, de mon côté, pareillement, je suis sûr et certain qu'il va passer sa loi. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 15 ans maintenant, on avait perdu les pouvoirs au Parlement du Québec. Ouais. Les francophones, on avait perdu le pouvoir. Pour la première fois en 15 ans, on réussit à retrouver le pouvoir. On s'est redonné le pouvoir, puis ça n'a pas pris 6 mois, ça fait pas 1 an. Déjà, je pense que la flamme nationaliste, la fierté québécoise est déjà en train de remonter, puis de beaucoup. Puis de la façon que les Anglais réagissent après 6 mois de pouvoir, j'aurais jamais imaginé ça. Je l'aurais souhaité pour action-réaction, j'aurais jamais cru qu'il aurait fait ça. Puis, surpris de voir que déjà les Anglais sont en train de virer le capot. Ils capotent complètement. Ils sont partis. Maintenant, là, ils nous marginalisent. Ils nous traitent de racistes, de xénophobes, d'intolérants, de tous les noms possibles. Les pires noms comparent à Hitler. Ils sont rendus là. Ça fait 1 mois, même pas que le projet est déposé. 2 semaines. Ils nous ont déjà comparé à Hitler. Là, ça va être qui le prochain? Écoute, demain matin, il y en a un autre. De toute façon, on s'en est parlé. Je veux informer, qui ne sait pas, là, Félix, que Radio Infocité a une voix aux portes
de l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, un député de la CAQ, du nom de Jean-François Simard. Oui. Alors, je transporte de nombreux sujets qui sont discutés, soit par Carl Brochu, soit par d'autres intervenants qu'on entend à radioinfocité.com. C'est transporté aux portes de l'Assemblée nationale et surtout lorsqu'il est question de laïcité et d'identité. Donc, exactement. Pour résumer votre prédiction, vous êtes certain que le gouvernement va aller jusqu'au bout? C'est clair comme de l'eau de roche pour moi. Il n'y a pas le droit de reculer. Et puis, juste avant de passer au sujet, moi, j'entendais Philippe Couillard aujourd'hui qui disait ceci, en critiquant le projet de loi 21. Monsieur Legault, vous allez nous donner seulement 2 mois pour discuter de la discussion, de notre question, etc. J'ai entendu ça aux nouvelles, Denis et Félix Aimé. Première réaction que j'ai eue, puis je pense que je suis pas le seul. Et je me suis dit, quand j'ai entendu ça, « Hey, t'as eu 15 ans pour le faire! » De toute façon, on parle de Philippe Couillard et ses propos qu'il a tenus, là, à tout le monde en parle, mais il les avait tenus bien avant ce temps, à l'Assemblée nationale même. Alors, c'est pour ça que je vous avais dit une fois que je n'avais pas été étonné d'entendre ce qu'il a dit à tout le monde en parle. Il en avait fait état depuis son siège de député et de premier ministre au Parlement dans les semaines qui ont précédé cette présence. À tout le monde en parle. Denis, où étiez-vous le 8 avril 1969? J'habitais chez ma mère, qui est décédée il y a 7 mois, dans le quartier Onsic à Montréal. Tout près du Stade Jarry? Pas très loin de là. Je suis allé au baseball la semaine d'après, là. Le 14? Êtes-vous allé le 14? Non, mais je suis allé la première fin de semaine. Okay. C'était un lundi après-midi, puis on n'a pas pu se libérer de l'école, là. Donc, vous aviez quel âge, vous, sans indiscrétion? Ça nous donnerait votre âge d'aujourd'hui, bien sûr. Mon âge. Je fête mon 65e anniversaire le 24 juillet prochain. Alors, j'allais avoir 15 ans. Donc, j'avais 14 ans révolus à cette époque-là. Et puis, mais comprenez-moi bien, je connaissais déjà ce sport-là, je le suivais là, bien avant ça, là, mais on était rendu ailleurs quand tous ces événements-là sont survenus. Oui. Ça a été quoi pour vous, les Expos de Montréal? Ben, la première, ça c'est un beau souvenir que je garde de ma mère, ça, puis je suis content que vous m'en parliez après un décès récent dans son cas. Eh bien, je peux vous dire que ça a été un des beaux souvenirs que je garde de ma mère, qu'on a pu aller voir ça là, rapidement après que ce soit commencé. Les expos, évidemment, c'est 160 millions de retombées économiques qu'on aurait probablement aujourd'hui s'ils étaient restés. Je me base sur des études réalisées par la Chambre de commerce du Toronto métropolitain en rapport avec la présence des Blue Jays dans cette ville. Oui. Mais... Alors, économiquement, ça nous a fait mal. Évidemment, on n'a plus tous les jours la mention de Montréal dans tous les journaux et tous les sites Internet spécialisés en baseball. Là. Parce que le baseball, il faut se dire une chose, hein, Denis, c'est que, Félix Aimé, si ça revenait à Montréal, je pense que ça amènerait une dimension... et l'histoire est en faveur de Montréal dans la mesure où toutes les villes qui ont perdu des équipes de baseball ont un jour ou l'autre été capables de les réavoir. Tous les clubs? Toutes les villes qui ont perdu des clubs de baseball. Milwaukee avait un club de baseball avant ça. Les Braves déménageaient à Atlanta. Ils ont été capables d'en avoir un. Seattle a perdu une équipe. On a été capable d'en avoir une autre. Le cas qui nous concerne de plus près, Washington. Mais dans le cas de Washington, oui, il y avait une équipe de baseball, mais
Écoutez, Baltimore, qui a une équipe de baseball depuis 1954, est quand même située seulement, si je faisais un cas de figure, de Baltimore à Washington, c'est comme partir de Montréal à la Joliette. Alors, on n'a pas vraiment conquis de nouveaux marchés là, en s'en allant à Washington. On a eu plutôt l'impression qu'on faisait plaisir à la classe politique en retournant là-bas. Ouais, mais... C'est l'impression que ça m'a donné. Pour vous, là? Quoique, bon, on s'en tire très bien du côté spectateur là-bas, je ne veux pas dénigrer ça, mais c'est l'impression que ça m'a laissé, moi, qu'on en devait une à la classe politique à Washington, puis ça a pu jouer dans la décision. Pensez-vous que un club de baseball à Montréal va être viable? Je vais vous dire, il serait même viable dans un stade olympique rénové. Rénové? Ah oui. Exclusivement pour le baseball? Si on le faisait exclusivement pour le baseball, oui, mais on a l'impression plutôt qu'on va aller vers un nouveau stade financé avec l'argent privé. J'ai plutôt l'impression qu'on va aller vers là, mais le problème avec le stade olympique, c'est qu'il y a des commentateurs sportifs de langue anglaise ici à Montréal qui ont non seulement dénigré le stade comme tel, mais tout le quartier, aux alentours. On se plaint que c'est trop loin, on se plaint que c'est ci, c'est ça, mais je regrette, là, mais il y a des stades, là, il y a des, je veux dire, le Yankee Stadium, c'est dans le Bronx. C'est quand même assez loin de Manhattan pour pas voir les gratte-ciels. Le stade Shea à New York, ben, c'est le Citi Field qui est en face, mais l'autre stade Shea d'avant, en face, où les Expos ont joué leur première partie qui comptait, ben, c'est proche. Ceux qui vont à New York, qui prennent l'avion, puis qui descendent à l'aéroport LaGuardia de New York, ben, c'est tout près de là, dans le Queens. C'est quand même un petit bout de temps avant d'arriver au cœur de Manhattan. Là. Et quel a été le meilleur joueur des Expos de toute l'histoire des Expos pour vous, Denis? Moi, vous connaissez... Probablement Gary Carter qui aurait célébré incidemment. C'est le joueur le plus complet. Le plus complet pour vous? Oui. Tu es capable de frapper des circuits, se rendre sur des buts, retirer des coureurs adverses, tentant de voler des buts. Vladimir Guerrero a été aussi, sur le plan athlétique, merveilleux. Pedro Martinez, comment ne pas l'oublier? J'ai eu la chance de voir Vladimir Guerrero, moi. Oui. J'ai pas eu la chance de voir beaucoup de baseball, mais j'ai eu la chance de le voir, puis c'était tout un joueur. Moi, j'ai joué à la balle longtemps quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Puis, moi, Guerrero, c'était mon joueur favori. Je le voyais, puis 39 circuits dans une saison. Oui. 39 circuits. J'étais au stade olympique. Il y avait 39 circuits en banque, puis il s'élançait pour le 40e. Puis je m'en souviendrai toujours. Ouais. La balle a tapé le mur. Sur le plan athlétique. Il l'a pas eu. C'est un des beaux qu'on a vu. Ah, mais moi, ce que j'ai... Mon joueur, là, je peux vous dire, ça a été Tim Raines. J'aimais bien Chris Spire aussi. Chris Spire. Mais vous savez pourquoi on voit moins de buts volés dans le baseball aujourd'hui? Non? Je vais vous expliquer l'affaire. C'est à cause de Tim Raines. Là, nous en 1986 pour une saison. Ben, les Expos et Tim Raines sont allés devant un arbitre pour régler leurs différends salariales. Alors, Tim Raines a fait valoir, j'ai volé des buts, puis j'ai contribué à la cause de l'équipe. Mais les Expos ont dit, ben oui, mais l'arbitrage fait de l'équipe va ressortir les points négatifs. Il va dire, dans telle situation, on avait besoin d'un point pour...
égalé la partie. Tu étais au bâton, tu t'es fait tirer, les coureurs n'ont pas avancé, puis on n'a pas marqué. C'est bête comme ça. Alors, quand l'arbitre qui devait régler les différends salariaux devait décider entre la demande du joueur puis l'offre de l'équipe pour une saison, et puis on a tranché pour... On s'est rendu aux arguments des expos, et Tim Raines a perdu en arbitrage, et puis il s'est dit, c'est ça, hein, vous n'accordez pas d'importance au but volé, et puis lui personnellement a continué, mais les autres joueurs se sont dit, ouais, c'est ça, c'est pas valorisé, voler des buts. Fait que progressivement dans le baseball, c'est un art qui commence à se perdre dangereusement quand je vois ça aujourd'hui. Le baseball aujourd'hui, c'est beaucoup de retraits sur 3 prises ou des circuits ou des longs doubles. Oui, en tout cas, je peux vous dire que je pense, j'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, Denis, que les Expos étaient pour revenir à Montréal dans 2 ans. Pas 3, 2. 2 ans. Est-ce que vous pensez que mon... La Ligue est pour qu'on commence même au stade olympique. Oui. Je vous l'ai dit. D'ailleurs, il y avait une belle entrevue pour une rare fois. Bernard Drinville avait fait une bonne entrevue avec le président de la RIO. Ça, c'était le 25 mars dernier, à l'occasion de la visite des Blue Jays de Toronto pour les matchs hors concours. Et c'est Labrec, le président de la Régie des installations olympiques, qui a dit que le stade olympique rénové pourrait être viable pour les expos. Ouais, mais je peux vous dire une chose, le stade olympique, on dira ce qu'on voudra, mais il y a du stationnement en masse en dessous. Ça, c'est l'autre affaire qu'on n'a pas besoin de construire. Et puis, si on pouvait... Le métro, il y a 2 stations de métro. Qui habitent là, dans des tours là, à Cojo, donc qui n'auraient même pas besoin de s'habiller chaudement si on avait eu du baseball une journée comme aujourd'hui au stade olympique. Moi, je peux vous dire une chose, il y a une façon d'aménager le stade olympique, OK? Ben oui. À mettre des beaux arbres là, en arrière de la clôture de circuit et mettre un beau décor, là, de quelque chose de grandiose, de beau. Et puis ça peut être viable avec un gazon naturel. Ce qui est absolument obligatoire, c'est le gazon naturel puis le toit rétractable. Oui, ben c'est ça, pas de problème. Tant qu'à mettre de l'argent, tu mets sur un toit rétractable. À Toronto, c'est 20 minutes, puis ils appellent météo, puis ils disent, bon, ben dans 20 minutes, il va pleuvoir, on ferme le toit. Il y a déjà eu des matchs qui ont commencé, exemple, à ciel ouvert, puis progressivement, on voyait le toit fermé. Oui. Ça prend combien de temps à Toronto ferme le toit? Interrompre le jeu. C'était peut-être un petit peu compliqué parfois sur des balles frappées en hauteur, là. Tu sais plus trop, le voltigeur, comment on juge ça, là, soit en plein air ou entre deux. Le toit qui est noir, là, à Toronto, quand c'est fermé. Ouais, mais, Au pire, ça peut être juste avantageux pour l'équipe à domicile, parce qu'ils ont une habitude de jouer là souvent. Oui, c'est ça. C'est tant mieux pour nous. Non, pourquoi pas. Donc, 22h54 en ce 8 avril, et dans les éphémérides, je vais parler de celle d'Yvon Gay, qui en a écrit une pour moi. Un 9 avril 1963 fut la naissance des jumeaux Saint-Louis, 2 futurs patriotes du Québec. Bonne fête à vous deux, un pays en cette année de votre fête. Tu es né le 9 avril 1963, bien sûr, Yvon. Mais bon, ben c'est très gentil de votre petit mot. Je vais en faire part à mon frère jumeau à Jean dès demain matin. Denis, on se reparle très bientôt. Ça a été fort intéressant. Encore une fois, j'aime bien votre prédiction concernant la loi 21. Espérant que vous ne vous trompez pas. Et puis un message pour Carl Brochu. J'espère qu'il va éviter le plus possible. Je l'entends souvent parler de la province de Québec, là. J'aimerais ça que... C'est presque un mot qu'on a presque, à toutes fins utiles, proscrit dans le langage. Oui, monsieur. Radio Info
Infocité depuis la première émission parlée de cette station de radio. Carl Brochu ne sera jamais un radioinfocité.com tant qu'il dira le mot province. Depuis le 21 juillet 2004. Oui, monsieur. 2014. 2014. Ça va faire 5 ans, le 21 juillet de cette année. 5 ans, radioinfocité.com. Alors, rappelez-vous. Hein, tu étais là dès le début. Il va falloir que tu refasses ta pub, mon Félix Amé, parce que tu voilà bien 3 ans quand nous publions. Non, là, ça fait on est rendu à 5. En juillet prochain. Hey, ça va vite, hein? Ça va vite, certain. Je me souviens encore quand on montait le studio, puis c'était juste une idée. Oui. Ben oui, mais là, je parle de la première émission parlée, mais je sais que. Mais au mois de mai-juin, on entendait de la musique. Oui. Ben, on a les tests, là. Commentaire d'André Couture. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller sur le Facebook de Catherine Fournier et d'aller la féliciter de ce qu'elle a fait. Je suis allé sur Facebook de M. Legault, la féliciter, puis j'imagine. Allez-vous devenir membre de la CAQ, vous? Moi, oui. Ben oui, bien sûr. Bon. Ben non, c'est évident. Moi ça, aussi, je vais en faire pareil. Vous allez faire pareil? Félix Amé, vas-tu devenir membre de la CAQ? Je vais regarder ça. Je te réponds dans. Ben moi, c'est évident. Là, ça, c'est déjà presque fait, moi. Là. Ça fait que je suis un caquiste. Un caquiste. Oh, ouais, j'ai pas de problème. Moi, j'ai juste peur pour la réforme du mode de scrutin. Ah, moi aussi, ça me fait peur. Mais il s'agit de parler aux gens, là, puis de dire, regarde, 75 comtés, là, Denis, quand on... Disons que j'ai pas senti un enthousiasme si délirant que ça. Quand j'en ai parlé. Moi non plus. J'ai pas senti un enthousiasme. Il est resté plutôt de glace. Oui, et entre vous et moi, là, hein, la CAQ ne pourra pas aller chercher plus que 75 comtés. Et je pense qu'avec une réforme du mode de scrutin, elle ne peut que descendre. À un moment donné aussi, évidemment, on n'a pas le temps aujourd'hui, mais il faudra parler aussi des tentatives de propagande de Québec solidaire dans les écoles secondaires. Oui, monsieur Laberge. Très important, parce que les écoles secondaires... Là, on en parlera avec Carl Brochu. Oui, tout à fait, mais... L'endoctrinement de la jeunesse. Oui, tout à fait. Et Carl, s'il te plaît, message de Denis Laberge, le mot province à proscrire, n'est-ce pas, mon cher Denis? Essayez le plus possible. Tu peux parler d'État, de territoire. Oui. Le territoire québécois, l'État du Québec, mais le mot province, là, pays. Essayez. Et l'élection d'Alberta, là, pour Carl qui se demandait quand est-ce qu'elle a... ça a lieu pas plus tard que la semaine prochaine. C'est lundi prochain. Mardi prochain. Mardi? 16 avril. C'est le 16? Le 16. Ah, ça, c'était le 14. Bon, enfin, on va suivre ça de près la semaine prochaine. C'est mardi prochain, l'élection en Alberta. Alors, les bureaux de vote vont... à 10 heures, heure du Québec, il va être 8 heures là-bas. Peut-être qu'il y aura des premiers résultats qui entreront, là. Oui. Dernier message de Mme Couture, son fou raide. Oui, en parlant de la manifestation d'hier. Legault est bien correct, qu'il aille jusqu'au bout. On est derrière lui. Je pense qu'André, là, vous représentez une majorité de Québécois. Et ce qu'on a vu hier, là... que ça se passe comme il l'a dit. Oui, tout à fait. Il a terminé son allocution sur les médias sociaux il y a quelques jours, là. Merci, Denis, et on se reparle très bientôt. Merci, M. Laberge. Puis bonne fête, puis merci à tout le monde, et à bientôt. Salut. 22h59, Félix Amé, merci d'être venu en studio ce soir. Ça fut bref. Ça fut bref, mais oui. Puis je pense que tu devrais répéter l'expérience plus souvent, parce que je te dis qu'il y a des gens parfois qui me demandent ils demandent de tes nouvelles. Fait que peut-être de venir plus souvent, donner un peu de tes nouvelles. J'ai passé plus souvent. Oui, c'est ton... je me suis rapproché c'est des exigences que je vais t'imposer d'ici quelques temps parce qu'on te réclame. Et avant de nous quitter, Félix Amé, est-ce qu'on a besoin d'argent? On a toujours besoin d'argent. On en a pas mal besoin encore plus maintenant parce que là, les équipements, justement, ça fait 5 ans qu'on est commencé. Les équipements, ils commencent à dater un petit peu. Il serait temps d'en rénover une coupe.
Comme ici, il y a des écrans qui sont dus pour être changés. Ben oui, tu as essayé d'ouvrir ton écran tantôt et... J'ai pas pu. L'image n'apparaît plus sur mon écran. Plus. Donc on se débrouille un peu plus avec des moyens du bord. On est dû pour un petit revêtement du studio. Mm-hmm. Fait que non, les dons sont toujours très appréciés. Sur PayPal. Sur PayPal, sur le site de radioinfocité.com. Excellent. Et on se reparle bientôt, Félix Aimé. Ben oui, merci tout le monde. Et mesdames et messieurs, demain soir, 19h, bien, vous le savez, comme à chaque mardi, c'est l'émission Les Chiens Fous en compagnie d'Éric Dubé et Christian Derry qui seront là demain soir, 19h à 21h. Et je suivrai tout de suite après, au Journal du Soir, Carl Brochu, moi et peut-être d'autres, on verra. Et d'ici là, merci d'avoir été là et on se reparle demain. Salut tout le monde. C'est le Journal du Soir, au micro de radioinfocité.com. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.